Claire Fontaine restait figée dans le hall de marbre du cercle privé de Neuilly, observant son ex-mari Alexandre célébrer son nouveau mariage, alors que l'encre de leur papier de divorce n'était pas encore sèche. La scène se déroulait comme un cauchemar dont elle ne parvenait pas à s'éveiller. Alexandre tenait sa nouvelle épouse par l'épaule, une jeune blonde de 25 ans nommée Léa, tandis qu'une foule de leurs anciens amis communs se pressait autour d'eux levant des coupes de champagne. « Mesdames et messieurs », lança la voix d'Alexandre, qui résonna dans la pièce, son sourire parfait brillant sous le lustre de cristal. « Je vous présente ma magnifique épouse Léa Moreau. » La foule éclata en applaudissements et en félicitations. Claire sentit son estomac se nouer en réalisant qu'il avait parfaitement orchestré cet instant plaçant sa célébration le jour même où leur divorce était devenu définitif. Les yeux d'Alexandre croisèrent les siens à travers la salle et son sourire se fit cruel. « Vous savez, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende, certaines personnes se sont destinées à gagner et d'autres. » Il marqua une pause théâtrale, le regard toujours fixé sur Claire. « Et bien d'autres sont destinées à être oubliées. » Léa rit et se serra davantage contre lui. « Chéri, ne sois pas méchant, dit-elle d'une voix tout en sucre et sans substance. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour le succès comme nous. » La foule rit et Claire sentit chaque regard se tourner vers elle. Ces gens avaient été ses amis autrefois, ils avaient assisté au dîner dans la maison qu'elle et Alexandre avaient partagée pendant des années. À présent, ils la regardaient comme une étrangère qui se serait égarée. Claire travaillait comme archiviste, poursuivit Alexandre, la voix dégoulinante de mépris. Elle passait ses journées parmi de vieux papiers poussiéreux et les affaires de gens morts. Aucune ambition, aucune volonté. J'ai essayé de l'aider à devenir quelque chose de plus, mais on ne transforme pas un caillou en diamant. La chaleur monta aux joues de Claire, mais elle garda le menton haut. Elle avait passé des années à travailler comme archiviste pour le mystérieux Henri Delacroix, organisant sa vaste collection de documents historiques et d'archives familiales. Ce n'était pas un travail glamour, mais il avait un sens. Alexandre s'était toujours moqué de son emploi, le traitant de gaspillage de son diplôme. « La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de comprendre que je méritais mieux, dit Alexandre en rapprochant Léa. Certaines personnes vous retiennent et d'autres vous élèvent. Léa, elle comprend le succès, elle sait ce que signifie être un gagnant. » Les mains de Claire tremblaient, tandis qu'elle serrait son sac plus fort. Une partie d'elle voulait s'avancer et révéler à tout le monde exactement quel homme était réellement Alexandre. Elle voulait exposer comment il l'avait trompée pendant des années, comment il avait dissimulé de l'argent pendant le divorce, comment il avait méthodiquement détruit sa confiance par ses critiques constantes. Mais elle ne le fit pas. À la place, elle se tourna et marcha vers la sortie, ses talons claquant sur le marbre. Derrière elle, elle entendit les rires et les conversations reprendre, comme si sa présence n'avait été qu'une interruption mineure dans leur soirée parfaite. « Tu pars déjà », lança la voix d'Alexandre. « Tu ne veux pas féliciter le couple heureux ?» Claire s'arrêta sur le seuil sans se retourner. « Félicitations », dit-elle calmement, sa voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. Puis elle sortit dans la nuit. L'air frais lui frappa le visage et elle put enfin respirer. Le voiturier lui amena sa berline modeste, contrasté frappant avec les voitures de luxe qui remplissaient le parking. En s'éloignant du cercle, elle aperçut d'Alexandre et Léa à travers les grandes baies vitrées, toujours entourées d'admirateurs. Des années de mariage, et c'était ainsi que tout se terminait. Non pas dans la tristesse ou le respect mutuel, mais dans une humiliation publique conçue pour écraser le peu de dignité qui lui restait. Alexandre lui avait tout pris dans le divorce, la maison, la plupart de leurs biens communs jusqu'à leurs amis. Il avait convaincu tout le monde qu'elle était la cause de l'échec de leur mariage, qu'elle le retenait d'atteindre son plein potentiel. Claire roula dans les rues calmes vers son petit appartement, le 2 pièces qu'elle avait loué après avoir quitté la maison qu'elle partageait avec Alexandre. C'était loin de leur ancienne demeure avec son vaste jardin et sa piscine, mais c'était à elle. Personne ne pouvait le lui enlever ni s'en servir comme d'une arme. En se rangeant, son téléphone vibra de notifications. Les réseaux sociaux débordaient déjà de photos de la célébration d'Alexandre Légendé, nouveau commencement, et l'amour véritable gagne. Elle éteignit son téléphone sans regarder davantage. Dans son appartement, Claire laissa enfin les larmes couler. Elle les avait retenues pendant des mois à travers la procédure de divorce, le partage des biens, en regardant Alexandre exhiber sa nouvelle relation devant tous ceux qu'il connaissait.
Mais, maintenant seule dans son appartement vide, elle s'autorisa à pleurer. Elle pleura la femme qu'elle avait été celle qui croyait à l'amour, à la loyauté et aux fins heureuses. Elle pleura les années qu'elle avait données à un homme qui la voyait comme un obstacle à surmonter. Surtout, elle pleura l'avenir qu'elle avait imaginé, celui qui n'existerait plus jamais. Elle devrait affronter le monde comme l'ex-femme rejetée d'Alexandre, la femme qui n'avait pas été assez bien pour retenir son mari prospère. Tout le monde la regarderait avec pitié ou jugement, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. L'histoire qu'Alexandre avait forgée sur leur mariage deviendrait la vérité acceptée et elle devrait en porter les conséquences. Mais ce soir-là, dans le silence de son petit appartement, Claire se fit une promesse. Elle survivrait. Elle reconstruirait sa vie à partir de rien s'il le fallait. Alexandre avait peut-être gagné cette bataille, mais il avait sous-estimé sa force. Elle était plus que la somme de ses insultes, plus que la femme qu'il avait tenté de diminuer et de détruire. En se préparant pour la nuit, Claire se regarda dans le miroir de la salle de bain. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, et son maquillage soigneusement appliqué était bavé, mais il y avait autre chose aussi. Une étincelle de détermination que la cruauté d'Alexandre n'avait pas réussi à éteindre. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne laisserait plus jamais personne la faire se sentir si petite. Claire était assise dans la petite cuisine de son appartement, mangeant machinalement des céréales dans un bol ébréché, tout en parcourant des offres d'emploi sur son ordinateur portable. Ses économies fondaient dangereusement et elle devait trouver du travail rapidement. Le modeste règlement de son divorce ne tiendrait pas longtemps, surtout avec les avocats d'Alexandre qui s'étaient battus pour chaque bien. Son téléphone sonna, l'attirant de ses pensées. L'écran affichait un numéro qu'elle ne reconnaissait pas avec un indicatif du centre de Paris. Probablement un autre recouvreur ou un démarcheur. Elle faillit laisser sonner, mais quelque chose la poussa à répondre. « Allô, est-ce Madame Claire Fontaine ?» La voix était nette et professionnelle, celle d'un homme plus âgé avec un léger accent qu'elle ne parvint pas à identifier. « C'est Mademoiselle Fontaine maintenant, corrigea-t-elle automatiquement. Qui est à l'appareil ? » « Mon nom est Philippe Moreau, associé principal chez Moreau Delacroix et associé. Je vous appelle au sujet de la succession d'Henri Delacroix. Êtes-vous bien la Claire Fontaine qui a travaillé comme archiviste personnel de M. Delacroix ?» Claire faillit lâcher sa cuillère. « Henri Delacroix était mort. Oui, c'est moi. M. Delacroix va bien. Je crains que M. Delacroix soit décédé dans son sommeil. » Ce fut paisible selon son équipe médicale. « Je vous appelle parce que vous êtes nommée dans son testament Mademoiselle Fontaine. Je dois organiser une rencontre avec vous dès que possible. » Les mots n'avaient aucun sens. Claire fixa le mur de sa minuscule cuisine, essayant d'assimiler ce qu'elle entendait. Henri Delacroix avait été son employeur pendant des années, mais leur relation était restée strictement professionnelle. C'était un milliardaire reclus qui parlait rarement à quiconque directement, préférant communiquer par l'intermédiaire de son personnel. Elle avait organisé son immense collection de documents familiaux, de papiers historiques et d'archives personnelles, mais il n'avait échangé que quelques dizaines de mots en tout ce temps. « Nommé dans son testament, répéta-t-elle lentement. Êtes-vous certain d'avoir la bonne personne? Je n'étais qu'une employée. »« J'en suis tout à fait certain, mademoiselle Fontaine. En fait, vous êtes la principale bénéficiaire de la succession de M. Delacroix. Je comprends que cela doive être un choc, mais j'ai vraiment besoin de vous rencontrer immédiatement. Il y a des questions urgentes qui requièrent votre attention. »« Principal bénéficiaire. » Le téléphone glissait dans sa paume soudain moite. « Je pense qu'il y a une erreur. Monsieur Delacroix me connaissait à peine. Nous n'avons même jamais eu de vraie conversation. Mademoiselle Fontaine, je vous assure qu'il n'y a aucune erreur. Monsieur Delacroix a été très précis dans ses instructions. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? Nous sommes situés dans la tour de la Croix, à la Défense 42e étage. » L'esprit de Claire tournoyait. La tour de la Croix était l'une des adresses les plus prestigieuses de la région parisienne, un monument de verre et d'acier de 60 étages au pouvoir des affaires. Elle n'y avait jamais mis les pieds malgré son travail pour Henri Delacroix. Tout son travail s'était déroulé dans son domaine privé en périphérie, dans une salle d'archives climatisée qui abritait des siècles d'histoire familiale Delacroix. « Oui, je peux être là. »« À quelle heure ? » ?»« Vers 14 heures. Ma secrétaire préparera la salle de conférence. »« Oh, et mademoiselle Fontaine, vous feriez bien d'organiser un peu d'intimité après notre entretien. Cela demandera probablement toute votre attention pendant plusieurs jours.
Après avoir raccroché, Claire resta assise dans un silence stupéfait. Henri Delacroix était mort et d'une manière ou d'une autre, elle figurait dans son testament. Cela n'avait aucun sens. Pendant ses années d'emploi, elle l'avait vu une douzaine de fois, tout au plus toujours brièvement et en passant. C'était un homme grand et imposant aux cheveux d'argent et aux yeux bleus perçants qui semblaient tout voir. Leurs interactions se limitaient à des hochements de tête polis et à un bonjour occasionnel. Elle passa le reste de la matinée dans un état second, essayant de comprendre la situation. Peut-être lui avait-il laissé un petit legs, un gage d'appréciation pour son travail, quelques milliers d'euros peut-être, ou des livres de sa vaste bibliothèque. Cela lui suffirait pour se remettre à flot pour gagner un peu de temps avant de trouver un nouvel emploi. La tour de la Croix dominait la défense comme un géant de verre et d'acier. Claire ne s'était jamais sentie aussi petite qu'en traversant le hall de marbre, passant devant la cascade et les sculptures abstraites qui valaient sans doute plus que son salaire annuel. L'ascenseur la porta au 42e étage en quelques secondes, s'ouvrant sur une réception digne d'un magazine de luxe. Philippe Moreau correspondait exactement à ce que sa voix laissait attendre, distingués cheveux d'argent, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Il l'accueillit chaleureusement, mais avec un sous-courant d'excitation à peine contenu qui la rendit nerveuse. « Mademoiselle Fontaine, merci d'être venue si vite. Asseyez-vous, je vous prie. Puis-je vous offrir quelque chose? Un café, de l'eau? » « Je vais bien, merci. » Claire s'assit sur le bord du fauteuil de cuir en face de son immense bureau d'acajou. « Monsieur Moreau, je dois vous dire que je suis complètement perdu. Monsieur Delacroix et moi, nous connaissions à peine. » Les sourcils de Moreau se levèrent. « Mademoiselle Fontaine, je pense que vous avez grandement sous-estimé votre relation avec Henri. Il parlait souvent de vous, toujours avec les plus grands éloges. Il disait que vous étiez la seule personne à vraiment comprendre l'importance de préserver l'histoire, d'honorer le passé, tout en construisant l'avenir. Il a dit cela, mais nous nous parlions à peine. Henri était un homme de peu de mots, mais il observait toujours, évaluait toujours. Il m'a confié que vous traitiez l'héritage de sa famille avec plus de soin et de respect que ses propres parents ne l'avaient jamais fait. Il disait que vous compreniez que l'histoire n'est pas seulement faite de dates et d'événements, mais des histoires humaines qui façonnent notre monde. Audiauer. Moreau ouvrit un épais dossier sur son bureau et en tira plusieurs documents. Mademoiselle Fontaine, Henri Delacroix vous a laissé l'intégralité de sa succession. Tout, les sociétés, les propriétés, les investissements, les biens personnels. Vous êtes désormais la seule propriétaire de l'Empire Delacroix, d'une valeur d'environ 75 milliards d'euros. Les mots frappèrent Claire comme un coup physique. Elle sentit l'air quitter ses poumons, la pièce tourner autour d'elle. 75 milliards. Un chiffre impossible, trop grand pour être saisi. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. On ne donne pas des milliards d'euros à des employés qu'on connaît à peine. Henri n'avait aucun parent vivant en qui il avait confiance pour son héritage. Son neveu, qu'il destinait d'abord à lui succéder, est mort dans un accident de voiture. Ses autres parents... Disons qu'Henri ne pensait pas qu'il partageait en ses valeurs. Il a passé des mois à rechercher des héritiers potentiels, des personnes susceptibles de comprendre la responsabilité qui accompagne une telle richesse et un tel pouvoir. Moreau se pencha avant l'expression grave. Il vous a choisi, Mademoiselle Fontaine, parce qu'il croyait que vous honorerez son héritage et utiliserez ses ressources pour rendre le monde meilleur. Il a laissé des lettres détaillées expliquant sa décision ainsi que des instructions sur la manière dont il espérait que vous gériez cet héritage. Les mains de Claire tremblaient, tandis qu'elle fixait les documents étalés sur le bureau. Des certificats d'action, des actes de propriété, des relevés bancaires, aux chiffres qui lui donnaient le vertige. Ce matin encore, elle s'inquiétait de payer son loyer. À présent, on lui disait qu'elle était l'une des personnes les plus riches du monde. Il y a des conditions, bien sûr, poursuivit Moreau. L'héritage s'accompagne de certaines responsabilités et attentes. Henri voulait s'assurer que ses entreprises continuent de fonctionner selon ses valeurs et que ses fondations caritatives élargissent leur action. Mais, essentiellement, Mademoiselle Fontaine, vous possédez désormais l'un des plus vastes empires industriels du pays. Elle pensa à Alexandre, probablement en train de se vanter auprès de quelqu'un de sa prospère entreprise de construction et de sa nouvelle épouse parfaite. Il n'avait aucune idée que la femme qui l'avait humilié était désormais plus riche qu'il ne pourrait jamais l'espérer. L'ironie était si profonde qu'elle faillit en rire. Mais plus encore,
elle ressentit un étrange sentiment de destin qui s'installait en elle. Peut-être que ce n'était pas le hasard. Peut-être qu'Henri Delacroix avait vu en elle quelque chose qu'elle ne voyait pas elle-même. Peut-être lui avait-il donné non seulement une fortune, mais les outils pour devenir la personne qu'elle était destinée à être. La salle de conférence du 43e étage de la Tour de la Croix ressemblait à une cathédrale du pouvoir économique. Les baies vitrées offraient une vue saisissante sur Paris tandis que les murs affichaient les portraits des patriarches de la Croix remontant au XIXe siècle. Philippe Moreau avait passé un long moment à lui exposer la structure de base de son héritage, mais les chiffres restaient irréels. Le groupe Delacroix regroupe 12 grandes entreprises, expliqua-t-il en désignant un organigramme qui couvrait tout un mur. Construction et promotionne technologies, énergies renouvelables, immobilier, médias et services financiers. Puis il y a les filiales plus modestes, une quarantaine d'entreprises au total. Claire fixait le tableau, son esprit peinant, à saisir l'ampleur de ce qu'elle possédait désormais. Et toutes ces sociétés sont rentables, extrêmement rentables. Le groupe Delacroix a généré 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Henri était un homme d'affaires brillant qui n'a jamais perdu de vue la durabilité à long terme au profit des gains à court terme. Moreau sortit un autre dossier contenant des lettres manuscrites sur un papier de luxe. Avant de poursuivre avec la présentation des affaires, je pense que vous devriez lire celle-ci. Henri les a laissées spécialement pour vous. La première lettre était rédigée de la main précise d'Henri Delacroix. Ma chère Claire, si vous lisez ces lignes, c'est que je suis parti et que vous découvrez votre héritage. J'imagine que vous êtes choqué et peut-être submergé. C'est naturel, mais je veux que vous compreniez que cette décision n'a été prise ni à la légère, ni sur un coup de tête. Pendant vos années à mon service, je vous ai vu travailler avec un dévouement et une intégrité devenus rares dans notre monde. Vous traitiez chaque document, chaque photographie, chaque fragment de l'histoire de notre famille comme un dépôt sacré. Vous ne vous précipitiez jamais, ne coupiez jamais les coins ronds, ne considériez jamais votre travail comme une simple tâche à accomplir. Plus important encore, j'ai observé la façon dont vous traitiez le personnel du domaine Delacroix. Vous appreniez les noms de chacun, vous vous souveniez de leur famille, vous manifestiez un intérêt sincère pour leur vie. Dans un monde où la richesse engendre souvent l'indifférence envers les autres, vous êtes restée constamment bienveillante et humble. Je vous ai choisie comme héritière, parce que je crois que vous utiliserez ce pouvoir de manière responsable. Vous comprenez que la richesse n'est pas seulement une question de confort personnel, mais la capacité de créer un changement positif dans le monde. Je vous confie de poursuivre l'héritage Delacroix, bâtir des entreprises qui servent la société tout en générant de la prospérité. Le chemin qui s'ouvre devant vous ne sera pas aisé. Il y aura ceux qui contesteront votre droit à cet héritage, qui mettront à l'épreuve votre résolution et tenteront de vous manipuler. Restez fidèle aux valeurs que j'ai observées en vous. Souvenez-vous que le pouvoir est le plus dangereux lorsqu'il corrompt celui qui le détient. J'ai foi en vous, Claire. Je crois que vous dépasserez même mes plus hautes attentes. Respectueusement vôtre, Henri Delacroix. Des larmes brouillèrent la vision de Claire lorsqu'elle acheva la lecture. Elle n'avait jamais réalisé qu'Henri l'avait observé de si près, que son travail avait eu pour lui une importance au-delà du simple entretien de ses archives. La seconde lettre était plus courte mais plus précise. Claire, à présent, vous comprenez l'ampleur de votre héritage. Je souhaite vous partager quelques conseils sur la façon d'aborder cette responsabilité. Premièrement, faites entièrement confiance à Philippe Moreau. Il avait été mon avocat et conseiller pendant 30 ans. Il connaît mes volontés et vous aidera à naviguer dans les aspects juridiques et financiers complexes de votre nouvelle position. Deuxièmement, soyez patiente avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'apporter de grands changements immédiatement. Prenez le temps d'apprendre à connaître chaque entreprise, de comprendre leurs activités, de rencontrer les collaborateurs clés. Les sociétés sont bien gérées et continueront de fonctionner pendant que vous vous formerez. Troisièmement, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Le groupe Delacroix emploie des milliers de personnes talentueuses engagées dans notre mission. Écoutez-les, apprenez d'elles, mais faites finalement confiance à votre propre jugement. Enfin, utilisez ce pouvoir pour bâtir le monde dans lequel vous voulez vivre. J'ai tenté de le faire à travers mes pratiques commerciales et mon action caritative, mais vous aurez votre propre vision. Suivez-la sans crainte. L'avenir de l'héritage Delacroix est désormais entre vos mains. Je suis confiant que vous l'honorerez tout en le faisant vôtre. HD. Claire posa les lettres et regarda Moreau en face.
Il croyait vraiment que je pourrais y arriver. Absolument. Henri n'était pas un homme sentimental, mademoiselle Fontaine. Il a pris cette décision après une observation attentive et un jugement solide. Il a vu en vous des qualités que peut-être vous n'avez pas encore pleinement reconnues en vous-même. Et sa famille, personne n'a contesté le testament. L'expression de Moreau s'assombrit légèrement. Il y a eu quelques tentatives. Les parents survivants d'Henri n'ont pas apprécié sa décision. Son cousin Robert a tenté de contester le testament affirmant qu'Henri n'était pas sain d'esprit lorsqu'il l'avait rédigé. Mais Henri avait anticipé cela et pris d'importantes précautions. Plusieurs médecins l'ont examiné et confirmé sa lucidité. Le testament est inattaquable. Où sont ses parents maintenant? Dispersés et furieux pour la plupart. Robert Delacroix dirige une petite société d'investissement qui peine depuis des années. Il s'attendait à hériter de quoi sauver son affaire. L'autre cousine d'Henri, Patricia, vit en Europe et n'a plus adressé la parole à la famille depuis des décennies. Il y a quelques parents éloignés, mais aucun qui ait été proche d'Henri ou impliqué dans les affaires. Claire absorbe à CS Informations, réalisant qu'elle devrait probablement faire face au ressentiment et à l'hostilité de personnes qui estimaient mériter son héritage plus qu'elle. C'était une pensée austère. « Que se passe-t-il, Nantes » demanda-t-elle. « Maintenant, vous devenez présidente et directrice générale de Delacroix Industries. Il y aura des conseils d'administration à présider, des dirigeants à rencontrer, des décisions à prendre. Mais d'abord, je vous suggère d'emménager au domaine Delacroix. C'est désormais votre maison et cela vous offrira l'intimité nécessaire pour vous adapter à votre nouvelle situation. » Le domaine Delacroix. Claire y avait travaillé pendant des années, mais ne l'avait jamais considéré autrement que comme son lieu de travail. Le vaste domaine s'étendait sur 200 hectares en Île-de-France, avec des jardins, un lac et assez d'espace pour abriter une petite ville. L'idée d'y vivre seul paraissait écrasante. « Il y a un personnel complet au domaine », poursuivit Moreau en lisant son expression. « Madame Lefebvre est la gouvernante depuis 20 ans. Jacques s'occupe des jardins. Ce sont des gens merveilleux qui vous aideront à vous installer. » En terminant l'entretien, Moreau lui remit un jeu de clés et un épais dossier de briefing. Ceci contient tout ce que vous devez savoir sur vos responsabilités immédiates. Prenez le temps de le lire, installez-vous au domaine et nous nous reverrons pour commencer la transition. En traversant le hall de la Tour Delacroix et un moment plus tard, Claire se sentait comme dans un rêve. Les agents de sécurité s'inclinaient respectueusement à son passage et elle réalisa qu'ils savaient probablement déjà qui elle était. La nouvelle se répandrait vite dans l'entreprise que l'héritière mystérieuse d'Henri Delacroix avait enfin paru. Dehors, une berline noire l'attendait au trottoir. Moreau avait organisé un chauffeur pour la conduire au domaine, expliquant qu'elle devrait s'occuper de son transport permanent. Tandis que la voiture glissait dans le trafic vers la banlieue, Claire regardait la ville qu'elle avait désormais le pouvoir d'influencer et de façonner. Son téléphone vibra d'un message de sa sœur, installée à Lyon. « J'ai vu l'annonce du mariage d'Alexandre dans le journal. Tu vas bien, appelle-moi si tu as besoin de parler. » Claire faillit rire. Si seulement sa sœur savait qu'alors qu'Alexandre célébrait son nouveau mariage, son ex-femme venait d'hériter de l'une des plus grandes fortunes du monde. Le timing était si parfait qu'il semblait une intervention divine. En passant les grilles du domaine Delacroix, devant les pelouses impeccables et les chênes centenaires, Claire se fit une note mentale. Elle utiliserait ce pouvoir avec sagesse comme Henri l'avait demandé. Mais elle s'en servirait aussi pour s'assurer que plus personne ne la sous-estimerait, ni ne la traiterait comme moins que ce qu'elle valait. Alexandre l'avait traitée d'échec de femme sans ambition ni volonté. Bientôt, il découvrirait à quel point il s'était trompé. Le premier matin où Claire s'éveilla au domaine Delacroix, elle resta allongée dans le lit à baldaquin plusieurs minutes, persuadée de rêver encore. La lumière du soleil pénétrait par les baies vitrées qui donnaient sur des jardins si parfaitement entretenus qu'ils semblaient peints. La suite était plus vaste que tout son ancien appartement, avec un salon, un dressing et une salle de bain de marbre digne d'un spa de luxe. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. « Mademoiselle Fontaine, je suis Madame Lefebvre, la gouvernante. Monsieur Moreau nous a prévenus de votre arrivée. Souhaitez-vous le petit déjeuner dans votre chambre ou dans la salle à manger ?» Claire s'enveloppa dans le peignoir de soie qu'elle avait trouvé dans la salle de bain et ouvrit la porte. Madame Lefebvre était une femme dans la cinquantaine au regard bienveillant et aux cheveux grisonnants, tirés en un chignon soigné.
Elle correspondait exactement à l'image que Claire s'était toujours faite de la gouvernante idéale. La salle à manger conviendra, dit Claire, puis se demanda aussitôt si c'était le bon choix, ou plutôt là où cela vous arrange le plus. Madame Lefebvre sourit chaleureusement. Le salon du petit déjeuner donne sur le jardin et Jacques travaille aux roseraies depuis plusieurs jours. Elles sont particulièrement belles ce matin. Prenez le temps de vous préparer et tout sera prêt dans une demi-heure. Après le départ de Madame Lefebvre, Claire se tint devant le dressing contemplant sa modeste collection de vêtements suspendus dans l'immense espace. Tout ce qu'elle possédait paraissait miteux et inadapté dans cet environnement. Elle avait vécu au jour le jour pendant des mois, pendant la procédure de divorce, incapable de s'offrir de nouveaux vêtements ou quoi que ce soit, au-delà du strict nécessaire. Elle choisit son meilleur jean et un chemisier simple, puis descendit. Le domaine était encore plus impressionnant de jour que pendant ses heures de travail. Au plafond lustre de cristal œuvre d'art qu'elle réalisait maintenant valoir probablement des millions. Chaque surface brillait, chaque composition florale était parfaite, chaque détail parlait de ressources illimitées et d'un goût impeccable. Le salon du petit déjeuner était un espace ensoleillé, aux porte-fenêtres ouvrant sur une terrasse. Madame Lefebvre avait dressé la table avec de la porcelaine fine et du cristal, comme si Claire était une reine, plutôt qu'une ancienne archiviste qui mangeait des céréales dans des bols ébréchés. « Je ne savais pas ce que vous préfériez, dit Madame Lefebvre, en amenant un chariot chargé d'options. Nous avons des fruits frais, des pâtisseries, de la boulangerie du village, des œufs préparés comme vous le souhaitez, du bacon, des saucisses, du yaourt et plusieurs jus. Le cuisinier peut préparer tout ce que vous désirez. » Le déploiement était écrasant. Claire avait l'habitude d'attraper un morceau de pain en partant nom de production de petits déjeuners élaborés qui nécessitaient leur propre chariot. « C'est merveilleux, merci. Mais s'il vous plaît, ne vous donnez pas tant de mal. J'ai l'habitude de repas beaucoup plus simples. » Madame Lefebvre parut préoccupée. Monsieur Delacroix disait toujours que le repas du matin donnait le ton à toute la journée. Il insistait pour commencer chaque jour correctement avec de la bonne nourriture et quelques minutes de réflexion paisible. En mangeant, Claire se surprit à penser à Henri Delacroix et à la vie qu'il avait menée dans cette belle demeure. S'était-il senti seul errant dans tout cet espace? Avait-il apprécié les repas formels et le service parfait? Ou tout cela lui avait-il paru aussi écrasant qu'à elle? Après le petit déjeuner, elle passa la matinée à explorer la maison, se réaccoutumant à des pièces qu'elle avait traversées sans vraiment les examiner pendant ses années de travail. La bibliothèque fut sa découverte préférée, 3 niveaux de livres, avec un escalier en colimaçon et des alcôves de lecture. Beaucoup d'ouvrages étaient des éditions originales ou des volumes rares, mais il y avait aussi des romans contemporains, des biographies et des livres d'affaires qui montraient qu'Henri avait été un lecteur vorace. Dans son bureau, elle trouva le bureau où elle supposait qu'il avait écrit la lettre qu'elle avait lue. C'était un meuble massif taillé dans ce qui semblait être une seule pièce de noyer avec des ferrures de laiton et une incrustation de cuir. Des photographies personnelles trônaient dans un coin, un Henri beaucoup plus jeune, avec des gens qu'elle supposait être des membres de sa famille, tous disparus maintenant. Son téléphone sonna, la tirant de son exploration. L'écran affichait le numéro de sa mère. « Claire, ma chérie, je m'inquiète tellement pour toi. Comment tiens-tu le coup après le divorce ?» Claire s'enfonça dans l'un des fauteuils de cuir du bureau, soudain submergée par le caractère surréaliste de sa situation. Hier encore, l'inquiétude de sa mère pour le divorce était le problème le plus pressant de sa vie. À présent, elle était milliardaire, assise dans un château, et elle n'avait encore parlé de son héritage à personne. « Je vais mieux que prévu, maman. »« Tu es sûre, tu as l'air étrange. »« Où es-tu ? C'est si calme. »« Chez un ami. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge, même si appeler Henri Delacroix un ami semblait présomptueux, même après sa mort. Elles parlèrent encore un moment, sa mère proposant de venir l'aider à se remettre sur pied. Claire parvint à éluder l'offre sans révéler sa situation changée. Elle n'était pas prête à expliquer cela à quiconque pour le moment. Elle ne parviendrait même pas à les faire y croire. Après avoir raccroché, elle reprit l'exploration de sa nouvelle demeure. La cave à vin contenait des bouteilles plus anciennes qu'elle. La collection d'art comprenait des tableaux qu'elle reconnaissait de manuels scolaires. Le garage abritait une collection de voitures de luxe dignes d'un musée. Mais ce furent les petits détails qui commencèrent à rendre le lieu réel pour elle. Des fleurs fraîches dans chaque pièce renouvelées chaque semaine par un fleuriste local. Un potager qui fournissait herbes et légumes aux cuisiniers.
Des logements pour le personnel où Madame Lefebvre et 2 autres employés résidents avaient fait leur maison, créant un sentiment de famille et de communauté au sein du vaste domaine. Philippe Moreau arriva avec une équipe de conseillers financiers et de gestionnaires. Ils s'installèrent dans la salle à manger formelle, étalant des documents sur la longue table d'acajou comme s'ils planifiaient une campagne militaire. La première priorité est d'établir votre sécurité personnelle, annonça Moreau. En tant que l'une des personnes les plus fortunées du pays, vous aurez besoin de protection. J'ai déjà contacté une firme réputée qui s'occupe de la sécurité de clients fortunés. L'idée d'avoir besoin de garde du corps paraissait absurde, mais Moreau était inflexible. Il ne s'agit pas seulement de sécurité physique, mademoiselle Fontaine. Il s'agit de privacy, de vous protéger de ceux qui pourraient tenter de profiter de votre nouvelle situation. Ils passèrent les heures suivantes à passer en revue les bases de sa nouvelle vie. Des comptes financiers qui exigeaient sa signature et son approbation. Des polices d'assurance à mettre à jour. Des documents juridiques qui transféraient divers actifs à son nom. C'était assommant de complexité, mais Moreau et son équipe expliquaient patiemment chaque étape. Nous avons aussi prévu une assistante personnelle, mentionna l'un des conseillers. Quelqu'un pour gérer votre agenda, traiter la correspondance coordonnée avec les différents départements. Le poste a déjà été pourvu par Isabelle Dubois, qui a travaillé directement avec M. Delacroix pendant plusieurs années. Le soir seul dans le vaste domaine, Claire se retrouva sur la terrasse du salon du petit-déjeuner, regardant les jardins, tandis que le soleil se couchait. Le silence était profond. Pas de bruit de circulation, pas de voisins, pas de son de la vie urbaine. Seulement les oiseaux, le vent et le bruit distant de l'eau de la fontaine près de la roseraie. Pour la première fois depuis l'appel de Moreau, elle s'autorisa à vraiment penser à ce que cela signifiait pour son avenir. Elle était passée d'ex-femme rejetée d'Alexandre à l'une des personnes les plus puissantes de la région. Elle disposait désormais de ressources qui pouvaient changer non seulement sa propre vie, mais celle de milliers d'autres personnes. La pensée était à la fois exaltante et terrifiante. Son téléphone vibra d'un message d'un numéro inconnu. Vu la nouvelle de la mort de Delacroix dans la rubrique affaires. Fou que personne ne sache qui a tout hérité. J'espère que c'est quelqu'un qui le mérite. Claire fixa le message, se demandant qui était l'expéditeur et comment il avait obtenu son numéro. Puis elle réalisa que c'était probablement un message mal adressé, destiné à quelqu'un d'autre. Mais le sentiment la fit réfléchir à ce que signifiait mériter quelque chose de cette ampleur. Le méritait-elle ? Elle avait travaillé dur, avait été bienveillante, honnête et dévouée, mais des millions d'autres personnes aussi qui ne verraient jamais une fraction de la fortune qui venait de lui échoir. Le hasard de la chose était stupéfiant. Si Alexandre ne l'avait pas quittée, si elle n'avait pas eu besoin de l'emploi au domaine de la Croix, si Henri avait choisi quelqu'un d'autre pour organiser ses archives, sa vie aurait été complètement différente. Mais elle était là, et la question n'était plus de savoir si elle le méritait, mais ce qu'elle allait en faire. En se préparant pour la nuit dans sa nouvelle demeure, Claire prit une décision. Elle commencerait à tout apprendre sur les entreprises Delacroix et sur la façon de les diriger. Elle prouverait que la confiance d'Henri Delacroix en elle avait été justifiée. Et en chemin, elle s'assurerait qu'Alexandre comprenne exactement ce qu'il avait jeté. Claire était assise dans la salle du conseil au sommet de la tour Delacroix, entourée de dirigeants qui dirigeaient divers départements de l'entreprise depuis des années. La table d'acajou était polie comme un miroir et les murs étaient tapissés de distinctions et de récompenses que le groupe Delacroix avait reçues pour tout de l'innovation environnementale à la satisfaction des employés. Isabelle Dubois et sa nouvelle assistante avaient préparé des notes détaillées sur chaque dirigeant avec photographies et résumés de carrière. Claire avait passé des heures à mémoriser les noms, les visages et les accomplissements clés, déterminée à ne pas paraître aussi submergée qu'elle l'était. Mesdames et messieurs, commença Philippe Moreau, j'aimerais vous présenter Claire Fontaine, nouvelle présidente et directrice générale de Delacroix Industries. Les présentations se déroulèrent sans accroc, bien que Claire sentit le mélange de curiosité et de scepticisme dans la pièce. Ces gens avaient travaillé avec Henri Delacroix pendant des décennies, avaient bâti leur carrière au sein de son empire. À présent, on leur demandait de suivre quelqu'un qui classait encore ses papiers familiaux peu de temps auparavant. Je sais que cette transition est inhabituelle, dit Claire une fois les présentations terminées. Je ne vais pas prétendre avoir l'expérience ou l'expertise de M. Delacroix, mais je suis ici pour apprendre, et je m'engage à honorer sa vision tout en apportant ma propre perspective à l'entreprise.
Michel Chen, responsable de la division construction, se pencha légèrement. Mademoiselle Fontaine, quel est votre parcours en gestion d'entreprise? Je comprends que vous avez travaillé comme archiviste. La question n'était pas hostile, mais pas exactement amicale non plus. Claire s'y attendait. Vous avez raison, monsieur Chen. Je n'ai ni MBA ni année d'expérience en entreprise, mais j'ai eu une exposition intensive à la philosophie d'affaires de monsieur Delacroix en organisant ses papiers et sa correspondance. J'ai lu chaque note de décision majeure qu'il a écrite, chaque plan stratégique qu'il a développé, chaque analyse d'acquisition qu'il a recommandée. Je n'ai peut-être pas vécu son expérience, mais je l'ai étudiée en détail. Elle sortit un dossier de la pile devant elle. Par exemple, je sais que votre division est constamment rentable depuis des années, avec une croissance annuelle moyenne de 12%. Je sais aussi que vous poussez pour une expansion dans la construction d'énergies renouvelables, notamment l'installation de panneaux solaires et le développement de parcs éoliens. Les sourcils de Chen se levèrent légèrement. Il n'avait manifestement pas prévu qu'elle soit familière des détails de la performance de sa division. J'ai passé en revue toutes nos unités d'affaires, poursuivit Claire, et je suis particulièrement intéressé par la proposition d'énergie renouvelable de M. Chen. Elle s'aligne parfaitement avec la vision à long terme de M. Delacroix pour l'entreprise, et je pense que nous devrions l'accélérer pour sa mise en œuvre. L'ambiance de la pièce changea de façon perceptible. Ses dirigeants s'attendaient à gérer une figure de proue, quelqu'un qui signerait des papiers et les laisserait continuer à diriger leur division sans interférence. Au lieu de cela, ils découvraient que leur nouvelle patronne avait fait ses devoirs. Pendant un long moment, ils passèrent en revue les projets en cours et les plans futurs de chaque division. Claire posait des questions détaillées, se référait à des documents précis des dossiers d'Henri et démontrait une maîtrise des affaires qui surprit tout le monde dans la pièce. Lorsqu'ils arrivèrent à la division des services financiers dirigée par une femme au regard perçant nommée Sophie Lambert-Claire, s'attarda sur un rapport particulier. Je vois que nous avons plusieurs prêts en cours à de petites entreprises de construction de la région, dit-elle, en parcourant la liste des emprunteurs. Un nom me frappe, Construction Fontaine. Ils nous doivent environ 2 millions d'euros répartis sur 3 contrats de prêt. Sophie Lambert hocha la tête. Oui, c'est exact. C'est une entreprise locale dirigée par Alexandre Fontaine. Ils sont clients depuis environ 5 ans, bien que leur historique de paiement soit devenu irrégulier récemment. Et c'est ceci du monsieur du Mabat. Le cœur de Claire manqua un battement. Alexandre Fontaine, l'entreprise de son ex-mari, devait de l'argent à l'une de ses filiales. L'ironie était si parfaite qu'elle faillit en rire. Quel est leur statut actuel, demanda-t-elle en gardant la voix soigneusement neutre. Ils ont 60 jours de retard sur leur dernier paiement et 90 jours sur un autre prêt. Nous avons envoyé des mises en demeure, mais ils ont demandé des délais. M. Delacroix préférait généralement travailler avec les emprunteurs lorsque c'était possible, plutôt que de forcer un recouvrement immédiat. Je vois. Claire prit une note sur son bloc. Organisons une réunion séparée pour examiner tous nos prêts en cours. Je veux comprendre notre exposition et développer une approche plus proactive des recouvrements. Après la fin de la réunion et le départ des dirigeants, Isabelle s'approcha avec l'emploi du temps de l'après-midi de Claire. Vous avez encore 3 réunions aujourd'hui, dit-elle, puis un dîner avec le comité de développement économique de la mairie. Ils espèrent discuter du projet de revitalisation du centre-ville. Avant de continuer, j'ai besoin que vous rassembliez tous les dossiers sur Construction Fontaine. Chaque document de prêt, chaque historique de paiement, chaque communication que nous avons eue avec eux. Je veux tout sur mon bureau. Isabelle prit note. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle ce compte vous intéresse? Recherche personnelle, dit simplement Claire. Rien d'urgent, juste quelque chose que je veux mieux comprendre. En rentrant au domaine Delacroix, Claire ne pouvait s'empêcher de penser à la découverte que l'entreprise d'Alexandre lui devait de l'argent. Elle savait qu'il dirigeait une entreprise de construction, mais elle n'avait jamais été impliquée dans le côté financier de son travail. Pendant leur mariage, il avait tenu ses affaires complètement séparées, affirmant qu'elle ne comprendrait pas les complexités de la finance de la construction. À présent, elle possédait la banque qui finançait ses projets. Au domaine, elle trouva Madame Lefebvre, qui l'attendait avec le dîner et une pile de journaux. « J'ai pensé que vous voudriez voir ceci, dit Madame Lefebvre en posant les journaux. Les journaux économiques parlent tous du successeur de M. Delacroix. La plupart sont assez positifs. Les titres étaient des variations sur le même thème. Une héritière mystérieuse prend le contrôle de l'empire Delacroix.
et de l'archiviste à la dirigeante, l'ascension improbable de Claire Fontaine. Un article incluait une photo d'elle quittant la tour de la Croix paraissant plus confiante qu'elle ne se sentait. Mais ce fut le plus petit article de la rubrique Affaires locales qui retint son attention. Une entreprise de construction locale en difficulté de trésorerie. L'article parlait de plusieurs petites entreprises de construction confrontées à des défis dans l'économie actuelle, et Construction Fontaine y était mentionné en bonne place. Alexandre Fontaine, propriétaire de Construction Fontaine, a reconnu que l'entreprise a rencontré quelques difficultés financières, récemment cité l'article. Cependant, Fontaine a exprimé sa confiance que de nouveaux contrats et une amélioration des conditions de marché résoudraient tout problème à court terme. Claire posa le journal et saisit son téléphone. Elle avait évité les réseaux sociaux depuis son héritage, mais la curiosité l'emporta enfin. La page professionnelle d'Alexandre n'avait pas été mise à jour depuis des mois et son compte Instagram personnel montrait des tentatives de plus en plus désespérées de projeter le succès. Photos de dîners coûteux de voitures de luxe qu'elle soupçonnait maintenant d'être louées et d'incessantes photos de lui et Léa dans des événements haut de gamme. Mais si l'on regardait de près, on pouvait voir les signes du stress. Le visage d'Alexandre était plus mince que pendant leur mariage et il y avait des ombres sous ses yeux que les vêtements chers ne pouvaient cacher. Le sourire de Léa paraissait forcé sur beaucoup de photos récentes et son langage corporel suggérait quelqu'un qui commençait à avoir des doutes sur ses choix. Et la dernière photo du fil d'Alexandre datait de peu. Lui et Léa à un gala caritatif avec la légende « Soutenir des causes importantes avec ma belle épouse ». Le succès, c'est avoir les moyens de rendre à la communauté. Claire faillit rire de l'ironie. Alexandre publiait sur le fait d'avoir les moyens de rendre alors que son entreprise était en retard de paiement auprès de ses filiales. Il était tellement concentré sur le maintien des apparences qu'il dépensait probablement de l'argent qu'il n'avait pas. Cette nuit-là, allongée dans le lit immense qui lui semblait encore irréel, Claire commença à formuler un plan. Elle n'allait pas tenter activement de détruire Alexandre. Cela serait indigne de sa nouvelle position et contraire aux valeurs d'Henri Delacroix. Mais elle n'allait pas non plus se démener pour le sauver. Si l'entreprise d'Alexandre ne pouvait pas honorer ses obligations, alors les conséquences seraient entièrement de son fait. Il lui suffisait d'appliquer les mêmes normes que tout prêteur responsable appliquerait. Parfois, la meilleure vengeance consistait simplement à laisser les gens affronter les conséquences naturelles de leurs propres actes. Claire était assise en face de Sophie Lambert dans la salle de conférence exécutive, examinant un rapport complet sur tous les prêts en cours de leur portefeuille. La division des services financiers gérait plus d'1 milliard d'euros de prêts commerciaux, des crédits aux petites entreprises, aux grands projets de développement. Construction Fontaine présente un cas intéressant, dit Sophie, en ouvrant leur dossier sur son ordinateur portable. Ils sont clients depuis 5 ans initialement très fiables. Mais depuis 1 an et demi, leurs schémas de paiement sont devenus de plus en plus erratiques. Claire étudia l'historique de paiement affiché à l'écran. Le déclin était clair et constant des intervalles plus longs entre les paiements des montants plus faibles, des demandes de délai plus fréquentes. Qu'est-ce qui cause leurs problèmes de trésorerie? Plusieurs facteurs. Ils se sont trop engagés sur un programme de logement de luxe qui ne s'est pas vendu aussi vite que prévu. Ils font aussi face à une concurrence accrue de plus grandes entreprises de construction qui peuvent soumissionner plus agressivement. Et Sophie s'arrêta l'air légèrement mal à l'aise. Et quoi? Eh bien, il y a des rumeurs sur les dépenses personnelles du propriétaire. Alexandre Fontaine maintient un style de vie très médiatisé, voitures chères, vacances de luxe, adhésion à des clubs. Certains dans le milieu se demandent s'il ne priorise pas les apparences au détriment de la stabilité de l'entreprise. Claire hocha la tête pensivement. Cela sonnait exactement comme l'Alexandre qu'elle avait épousé, si préoccupé par l'image et le statut qu'il risquerait tout pour maintenir l'illusion du succès. Quelles sont nos options concernant les paiements en retard? Sophie ouvrit un autre document. Le protocole standard serait d'émettre une mise en demeure formelle avec un délai de 30 jours. S'ils ne peuvent pas le respecter, nous pouvons rappeler les prêts et engager des procédures de recouvrement. Cependant, M. Delacroix préférait généralement travailler avec les emprunteurs en difficulté lorsque c'était possible. L'approche de M. Delacroix était admirable, dit Claire avec précaution, mais nous avons aussi une responsabilité envers nos actionnaires et nos autres clients. Nous ne pouvons pas faire d'exception basée sur le sentiment. Elle se leva et marcha vers la fenêtre regardant la ligne d'horizon de Paris.
De cette hauteur, elle pouvait voir la grue de chantier sur le site du programme de luxe qui causait tant de problèmes à Construction Fontaine. « Je veux que vous organisiez une réunion avec M. Fontaine, décida-t-elle. Un examen formel de ses comptes et de son échéancier de paiement. Donnons-lui l'opportunité de présenter un plan réaliste pour rattraper les arriérés. Dois-je mentionner que vous assisterez à la réunion ?» Claire sourit légèrement. « Non, gardons cela comme une surprise. » Isabelle lui apporta le reste du dossier de Construction Fontaine, y compris des copies de toutes les demandes de prêt et documents justificatifs. En lisant les états financiers et les plans d'affaires d'Alexandre, d'il y a 5 ans, Claire put voir le schéma qui avait conduit à ses difficultés actuelles. Alexandre avait toujours été trop optimiste dans ses projections, supposant les meilleurs scénarios pour chaque variable. Ses plans d'affaires sous-estimaient constamment les coûts et surestimaient les recettes. Plus révélateur encore, il avait emprunté massivement sur des projets futurs qui n'étaient pas encore sécurisés, créant un château de cartes qui s'effondrerait au moindre incident. Les demandes de prêt révélaient aussi des détails sur ses finances personnelles qu'elle n'avait jamais connues pendant leur mariage. Alexandre avait emprunté sur leur maison pour financer les opérations de l'entreprise, avait saturé plusieurs cartes de crédit et avait pris des avances de trésorerie sur des contrats futurs. Pas étonnant qu'ils se soient battus si dur pour conserver leurs biens pendant le divorce. Il en avait eu besoin pour maintenir son illusion de stabilité. Son téléphone sonna, interrompant son examen des documents. « Mademoiselle Fontaine, c'est Sophie Lambert. J'ai programmé la réunion avec Construction Fontaine pour vendredi à 14 h. Monsieur Fontaine semblait impatient de discuter de sa situation. »« Parfait. » A-t-il demandé qui conduirait l'examen ? Il a supposé que ce serait moi. Je n'ai pas corrigé cette supposition. L'après-midi arriva avec un temps exceptionnellement doux qui inondait la salle de conférence de lumière. Claire avait soigneusement choisi sa tenue, un tailleur marine qui projetait de l'autorité sans ostentation, assortie aux boucles d'oreilles de perles qui avaient appartenu à sa grand-mère. Elle voulait paraître prospère mais pas tape à l'œil professionnel, mais pas froide. Isabelle la beusa exactement à l'heure. « Mademoiselle Fontaine, votre rendez-vous de 14 h était là. Faites-le monter. » Claire se positionna à la tête de la table de conférence avec Sophie Lambert à sa droite et les dossiers de Construction Fontaine étalés devant elle. Elle entendit des voix dans le couloir, le rire familier d'Alexandre, qui autrefois lui faisait battre le cœur, mais qui maintenant la laissait complètement indifférente. La porte de la salle de conférence s'ouvrit, et Alexandre entra avec son aisance confiante habituelle, affichant son meilleur sourire d'affaires. Il était impeccablement habillé dans ce qui semblait un costume neuf, les cheveux parfaitement coiffés, projetant une image de succès qu'elle savait maintenant complètement fabriquer. Son sourire vacilla lorsqu'il la vit. « Claire, la confusion était évidente dans sa voix. Que fais-tu ici ? » « Je suis censé rencontrer Sophie Lambert au sujet de notre situation de prêt. »« Je suis Sophie Lambert, dit sèchement Sophie. Et voici Claire Fontaine, présidente et directrice générale de Delacroix Industries. » La couleur quitta le visage d'Alexandre lorsque les implications le frappèrent. Son ex-femme, la femme qu'il avait publiquement humiliée, était maintenant assise en face de lui comme la personne qui contrôlait l'avenir financier de son entreprise. « C'est impossible, balbutia-t-il. Claire est une archiviste. Elle travaille avec de vieux papiers et des livres. » Travailler, corrigea calmement Claire. Au passé. Je dirige maintenant l'entreprise à laquelle tu dois 2 millions d'euros, Alexandre. Asseyez-vous, je vous prie. Nous avons beaucoup à discuter. Alexandre s'affaissa dans le fauteuil en face d'elle, sa confiance de marque complètement évaporée. Elle le vit essayer d'assimiler ce renversement de fortune, essayer de comprendre comment la femme qu'il avait rejetée comme un échec était maintenant en position de pouvoir sur lui. « Comment est-ce possible » demanda-t-il faiblement. « Henri Delacroix m'a nommé son héritière, dit-elle simplement. Apparemment, il valorisait des traits que tu n'as jamais reconnus ni appréciés. » Elle ouvrit le premier dossier et sortit son historique de paiement. « Mais nous ne sommes pas ici pour discuter de mon changement de carrière, Alexandre. Nous sommes ici pour discuter de l'incapacité de ton entreprise à honorer ses obligations de prêt. Tu as actuellement 60 000 € de retard de paiement et ce chiffre grossit chaque jour. » Alexandre tenta de regagner sa contenance, redressant les épaules et essayant de projeter sa vieille confiance. « Écoute Claire, je sais que nous avons eu nos différends pendant le divorce, mais c'est des affaires. Construction Fontaine est une entreprise solide
qui traverse une période difficile temporaire. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu plus de temps pour... » Ce n'est pas une question de notre mariage, interrompit Claire, sa voix professionnelle et froide. C'est une question d'un emprunteur qui a constamment manqué à ses obligations contractuelles. Les sentiments personnels n'entrent pas en ligne de compte dans de saines décisions d'affaires. Elle fit glisser un document sur la table. Voici une mise en demeure formelle de paiement. Tu as 30 jours pour mettre tous les comptes à jour, y compris les pénalités et les intérêts accumulés. Le montant total dû est de 2 400 000 €. Le visage d'Alexandre pâlit en lisant le document. « Claire, s'il te plaît. Tu sais que je suis bon pour ça. Mon entreprise a été prospère pendant des années. Un mauvais projet ne devrait pas tout détruire de ce que j'ai bâti. Poaka. Un mauvais projet combiné à une mauvaise planification financière et à des projections irréalistes, corrigea-t-elle. J'ai examiné tout ton dossier, Alexandre. Ce n'est pas un incident isolé. C'est un schéma de mauvaise gestion financière qui remonte à plusieurs années. Elle voyait le désespoir s'insinuer dans son expression, la réalisation que son monde soigneusement construit s'effondrait autour de lui. « Que veux-tu de moi » demanda-t-il à voix basse. « Je veux que tu honores tes contrats, dit-elle simplement. Si tu ne peux pas faire les paiements, nous devrons discuter d'arrangements alternatifs, y compris une éventuelle liquidation des garanties. » La réunion se poursuivit encore un moment, Sophie Lambert exposant les aspects techniques des contrats de prêt tandis qu'Alexandre restait assis dans un silence stupéfait. Lorsqu'elle fut terminée, il se leva pour partir, se déplaçant comme un homme sous le choc. À la porte de la salle de conférence, il se retourna pour la regarder. « Et tu savourais ça, n'est-ce pas » dit-il amèrement. « Te venger de moi. » Claire le regarda calmement. « Alexandre, si je voulais me venger, j'aurais rappelé tes prêts sans offrir cette réunion. C'est des affaires, rien de plus. Tu as emprunté de l'argent avec la promesse de le rembourser. Honore cette promesse ou affronte les conséquences. » Après son départ, Sophie Lambert rassembla les documents. C'était intense. « Penses-tu qu'il pourra faire le paiement ?» « Non, dit Claire avec certitude. Il n'a pas 2 millions d'euros et il n'a pas la capacité de les générer en 30 jours. Alexandre a toujours vécu à crédit et à emprunt. Finalement, les factures arrivent à échéance. » Le soir seul, dans son bureau au domaine de la Croix, Claire réfléchit à la réunion. Voir le choc et le désespoir d'Alexandre avait été satisfaisant, mais pas de la façon dont elle aurait pu s'y attendre. Elle ne se sentait ni cruelle ni vindicative. Au contraire, elle ressentait un profond sentiment de justice. Pendant des années, Alexandre l'avait fait se sentir petite, inadéquate et sans valeur. Il l'avait convaincue qu'elle manquait d'ambition, qu'elle n'arriverait jamais à quelque chose d'important. À présent, il découvrait à quel point il s'était trompé. Mais plus important encore, elle découvrait qui elle était lorsqu'elle détenait un véritable pouvoir. Elle était juste mais ferme, professionnelle, mais pas froide. Elle n'avait pas utilisé sa position pour nuire activement à Alexandre, mais elle n'avait pas non plus tordu les règles pour le sauver des conséquences de ses propres mauvaises décisions. C'était qui elle avait toujours été, réalisa-t-elle. Alexandre s'était simplement jamais donné la peine de regarder de près pour le voir. Le gala annuel de l'Alliance des affaires métropolitaines était l'événement social de la saison réunissant les dirigeants d'entreprises les plus influents de la ville, les politiciens et les philanthropes. Claire avait assisté à des événements similaires pendant son mariage avec Alexandre, se sentant toujours comme une étrangère dans ses robes de grand magasin, entourée de femmes en robes de créateurs valants, plus que la voiture de la plupart des gens. Ce soir-là était différent. Elle se tenait devant le miroir en pied de sa chambre, au domaine de la Croix, ajustant l'élégante robe de soirée noire, qui avait été confectionnée sur mesure par un designer qu'Isabelle avait recommandé. La robe était discrète, mais indéniablement coûteuse, assortie de boucles d'oreilles en diamant qui avaient appartenu à la mère d'Henri de la Croix et d'une pochette vintage qui complétait parfaitement l'ensemble. « Vous êtes absolument splendide, mademoiselle Fontaine, dit madame Lefebvre depuis l'embrasure. Monsieur Delacroix serait si fier de vous voir représenter la famille à cet événement. » Ce serait la première apparition publique majeure de Claire en tant que dirigeante de Delacroix Industries. Elle avait maintenu un profil relativement bas, se concentrant sur l'apprentissage des affaires et la construction de relations avec les collaborateurs clés. Mais Philippe Moreau avait insisté pour qu'elle établisse sa présence dans la structure de pouvoir de la communauté.
La berline Noir, qui lui servait de transport régulier, avait été remplacée pour la soirée par une Rolls-Royce vintage de la collection d'Henry complète avec un chauffeur en livrée formelle. En s'arrêtant devant l'entrée de l'hôtel, Claire peut voir les photographes qui attendaient de capturer les images des invités. « Souviens-toi, lui avait conseillé Isabelle plus tôt, tu as ta place ici. Tu ne fais pas semblant d'être Prosper, tu l'es. Agis en conséquence. » La salle de bal de l'hôtel était une mer de smoking noir et de robes scintillantes avec des lustres de cristal projetant une lumière chaude sur des tables décorées de compositions florales élaborées. Claire reconnut de nombreux visages de magazines économiques et de chroniques sociales des gens dont les noms apparaissaient régulièrement dans les actualités financières. Elle avait été placée à la table d'honneur en reconnaissance du statut de Delacroix Industries comme l'un des principaux sponsors de l'événement. À sa gauche siégeait le maire et à sa droite le PDG de la plus grande banque de la ville. Le placement était délibéré un signal à tous les présents qu'elle était acceptée dans le cercle intérieur de la structure de pouvoir de la ville. « Mademoiselle Fontaine, dit le maire en la voyant s'asseoir, j'avais hâte de vous rencontrer. Henri Delacroix était un cher ami et un atout incroyable pour notre communauté. J'espère que vous continuerez sa tradition d'engagement civique. » Absolument, répondit Claire. Monsieur Delacroix a laissé des notes détaillées sur ses engagements caritatifs et j'ai l'intention de les honorer tout en explorant de nouvelles opportunités d'implication communautaire. Tandis que le dîner était servi, elle se surprit à s'installer dans une conversation aisée avec les autres convives de la table. C'étaient des gens qui contrôlaient des milliards d'euros d'actifs qui prenaient des décisions affectant des milliers d'emplois qui façonnaient l'avenir économique de toute la région. Et elle avait désormais sa place ici. La pensée restait surréaliste mais moins écrasante qu'elle ne l'avait été même peu de temps auparavant. À mi-chemin du plat principal, elle remarqua une agitation près de l'entrée de la salle de bal. Alexandre était arrivé bel et confiant dans son smoking Léa à son bras dans une robe argentée clairement conçue pour attirer l'attention. Ils étaient placés à une table vers le fond de la salle respectable, mais loin du centre de pouvoir où Claire siégeait maintenant. Elle le regarda balayer la salle du regard, cherchant probablement des contacts d'affaires ou des investisseurs qui pourraient l'aider à résoudre ses problèmes financiers. Son regard finit par atteindre la table d'honneur et elle vit l'instant exact où il la repéra. Son expression confiante s'effondra, remplacée par le choc et quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il se pencha pour chuchoter quelque chose à Léa qui se tourna immédiatement dans la direction de Claire. Même de l'autre côté de la salle, elle put voir la confusion de Léa tandis qu'Alexandre tentait apparemment d'expliquer comment son ex-femme s'était retrouvée à la table la plus prestigieuse de la pièce. Le programme de la soirée commença par les remarques du maire sur l'importance du leadership du secteur privé pour relever les défis communautaires. Plusieurs distinctions furent remises à des entreprises qui avaient apporté des contributions caritatives significatives. Enfin arriva le moment pour lequel Philippe Moreau l'avait préparé. « Mesdames et messieurs, annonça le maire, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui représente l'avenir du leadership entrepreneurial dans notre communauté. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons récemment perdu Henri Delacroix, un homme qui incarnait les plus hauts standards de citoyenneté d'entreprise. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter sa successeur choisie, la nouvelle présidente et directrice générale de Delacroix Industries, mademoiselle Claire Fontaine. » Le projecteur la trouva à la table d'honneur tandis qu'elle se levait pour saluer les applaudissements. De sa position élevée, elle pouvait voir toute la salle de bal, y compris la table d'Alexandre, où lui et Léa étaient assis dans un silence stupéfait. « Et merci beaucoup, dit Claire lorsque les applaudissements s'éteignirent. Je suis profondément honoré de porter l'héritage d'excellence entrepreneuriale et de service communautaire de M. Delacroix. Delacroix Industries continuera d'être un contributeur majeur à la vitalité économique de cette région et nous sommes engagés à soutenir les organisations caritatives qui renforcent notre communauté. » Elle s'arrêta, regardant la foule assemblée de dirigeants d'entreprises et d'élites sociales. Monsieur Delacroix disait souvent que le succès ne se mesure pas seulement aux marges bénéficiaires ou aux cours de bourse. Le vrai succès se mesure à l'impact positif que nous avons sur la vie des autres. Cette philosophie guidera chaque décision que nous prendrons à l'avenir. Les applaudissements furent chaleureux et soutenus. En se rasseyant, le banquier à côté d'elle se pencha avec un sourire. « Magnifiquement dit. Henri serait fier. Vous comprenez clairement ce que signifie être un intendant responsable de ressources significatives. »
Le reste de la soirée se déroula dans un flou d'introduction et de conversation. Des cartes de visite furent échangées, des invitations lancées, des partenariats potentiels discutés. Claire se retrouva au centre d'un réseau qui contrôlait d'immenses quantités de richesses et d'influence, et les gens s'intéressaient sincèrement à bâtir des relations avec elle. Pendant une brève pause entre le dîner et la partie dansante de la soirée, elle s'excusa pour se rafraîchir. Dans les toilettes pour dames, elle croisa Léa debout devant le miroir, se maquillant les lèvres avec des mains qui tremblaient légèrement. Claire dit, Léa, la voix incertaine. Nous n'avions aucune idée. Alexandre n'a jamais mentionné que tu étais lié à Delacroix Industries. Il n'y avait aucune raison pour qu'il le sache, répondit calmement Claire en se lavant les mains au lavabo adjacent. Mon héritage est survenu après que notre divorce ait été finalisé. Le reflet de Léa dans le miroir paraissait troublé. Il allait été tellement stressé récemment à propos de problèmes d'affaires. Je ne réalisais pas. Je veux dire, il disait toujours que tu ne comprenais rien aux affaires, que tu le retenais d'atteindre son potentiel. Les gens voient ce qu'ils veulent voir, dit Claire diplomatiquement. Comment se passe la vie conjugale, Léa? Le sourire de la plus jeune femme paraissait forcé. C'est merveilleux, bien sûr. Alexandre est incroyablement prospère, et nous construisons une belle vie ensemble. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Claire pouvait y voir le doute, la réalisation croissante qu'elle avait peut-être fait une erreur en choisissant Alexandre plutôt que la stabilité et une affection sincère. « J'espère que vous serez tous les deux très heureux, » dit Claire sincèrement. Elle n'avait aucune animosité envers Léa, qui découvrait probablement que le charme et les promesses d'Alexandre étaient meilleurs pour attirer les gens que pour les garder satisfaits. Lorsqu'elle retourna dans la salle de bal, la danse avait commencé. Plusieurs hommes s'approchèrent pour lui demander une danse, et elle se surprit à apprécier la formalité élégante de l'occasion. Pendant une brève pause entre deux morceaux, Philippe Moreau apparut à son coude. « Vous gérez cela parfaitement, dit-il à voix basse. Tout le monde parle de l'impression que font votre aisance et votre intelligence. Henri a bien choisi. » Vers la fin de la soirée, tandis que les couples se balançaient sur un standard de jazz lent, interprété par l'orchestre de l'Hôtel Claire, remarqua Alexandre s'approcher de sa table. Léa le suivait, l'air mal à l'aise et incertaine. Claire dit, Alexandre, la voix tendue d'une émotion contenue. « Pourrais-je te parler un instant en privé ?» Elle considéra la demande, puis hocha la tête vers un coin tranquille de la salle de bal, loin des autres invités. Léa resta à la table, paraissant vouloir être n'importe où, ailleurs au monde. « C'est toute une transformation, dit Alexandre une fois seul. De l'archiviste à la PDG milliardaire. Un sacré pas depuis le classement de vieux papiers. Ces vieux papiers m'ont enseigné plus sur les affaires que tu ne pourrais l'imaginer, répondit-elle d'une voix égale. Henri Delacroix a documenté chaque décision majeure qu'il a prise, chaque leçon qu'il a apprise. C'était comme avoir accès à des décennies d'éducation commerciale de niveau supérieur. La mâchoire d'Alexandre se crispa. Alors que se passe-t-il maintenant? Vas-tu détruire mon entreprise par pure méchanceté? Utiliser ton nouveau pouvoir pour te venger du divorce? Claire étudia son visage, voyant la peur, sous sa tentative de bravade. « Alexandre, je n'ai rien fait à ton entreprise, si ce n'est appliquer les mêmes normes de crédit que nous appliquons à tous nos emprunteurs. Si Construction Fontaine échoue, ce sera à cause de décisions que tu as prises, non d'actions que j'ai entreprises. »« Tu pourrais m'aider, dit-il à voix basse. Restructurer les prêts, me donner plus de temps pour me rétablir. Tu as ce pouvoir maintenant. » Oui, j'ai ce pouvoir, convint-elle, mais j'ai aussi la responsabilité de prendre de saines décisions d'affaires. L'histoire personnelle ne peut pas entrer en ligne de compte dans les obligations professionnelles. Elle le vit lutter avec la réalité que son ex-femme détenait désormais son avenir financier entre ses mains. Le renversement de pouvoir était complet, là où autrefois, il contrôlait les finances du foyer et la faisait se sentir dépendante et précaire, elle contrôlait désormais les ressources dont il avait besoin pour survivre. « Y aura-t-il quelque chose que je puisse dire qui changerait ton avis ?» demanda-t-il. Claire regarda cet homme qui avait partagé sa vie pendant des années, qui l'avait fait se sentir sans valeur, et petite, qui l'avait publiquement humiliée. Elle ne ressentait plus de haine envers lui, mais elle ne ressentait non plus aucune obligation de le sauver des conséquences de ses propres choix. « Honore tes contrats, Alexandre, c'est tout ce qu'un prêteur peut demander. » En s'éloignant de lui, retournant à la table d'honneur,
où le maire racontait une histoire amusante sur la politique du conseil municipal, Claire ressentit un profond sentiment de clôture. Elle avait affronté Alexandre en égal non en supérieur et avait maintenu sa dignité et ses principes tout au long de la rencontre. La jeune femme qui était sortie du cercle privé dans l'humiliation était partie à jamais. À sa place se tenait une femme qui commandait le respect, qui avait gagné sa position par l'intelligence et l'intégrité, qui ne laisserait plus jamais personne la faire se sentir moins que ce qu'elle valait. La transformation était complète. L'appel arriva un matin de semaine tirant Claire de son sommeil dans sa chambre au domaine de la Croix. La voix de Sophie Lambert était nette et professionnelle malgré l'heure matinale. « Mademoiselle Fontaine, j'ai pensé que vous deviez le savoir immédiatement. Construction Fontaine a manqué l'échéance d'hier pour leur paiement de prêt. La période de 30 jours est expirée et nous n'avons reçu aucune communication de leur part concernant des arrangements alternatifs. » Claire se redressa dans son lit immédiatement alerte. Elle s'attendait à cet appel, mais l'entendre portait encore du poids. Quelle est notre prochaine étape selon la politique de l'entreprise? Le protocole standard est d'engager des procédures de recouvrement formelles. Nous devrons envoyer des notifications officielles à tous les garants et commencer le processus de sécurisation de nos garanties. Construction. Fontaine a engagé plusieurs propriétés pour les prêts, y compris leur immeuble de bureau principal et un programme de logements à moitié achevé. Organisez une réunion avec notre équipe juridique cet après-midi, décida Claire. Je veux m'assurer que nous suivons correctement toutes les procédures et protégeons les intérêts de l'entreprise. Après avoir raccroché, elle resta allongée encore un moment assimilant ce que l'échec d'Alexandre à payer signifiait. Elle ne ressentait aucune satisfaction dans ses ennuis, mais elle ne ressentait non plus aucune inclination à intervenir. Les affaires étaient les affaires, et l'histoire personnelle ne pouvait être autorisée à influencer des décisions financières affectant les actionnaires et les autres parties prenantes. Lorsqu'elle arriva à la Tour de la Croix ce matin-là, Isabelle avait déjà préparé un briefing complet sur la situation de Construction Fontaine. Les nouvelles n'étaient pas bonnes pour l'entreprise d'Alexandre. Selon nos contacts dans le secteur de la construction, rapporta, Isabelle Construction Fontaine perd de l'argent à flot depuis des mois. Ils ont dû licencier la moitié de leur main-d'œuvre et plusieurs sous-traitants ont déposé des privilèges contre leurs projets pour factures impayées. Le briefing incluait des copies d'articles de presse récents sur le marché local de la construction en difficulté. Construction Fontaine y était mentionnée en bonne place comme l'une de plusieurs entreprises confrontées à de sérieuses difficultés financières. Un article citait des sources anonymes du secteur suggérant que le style de vie médiatisé d'Alexandre Fontaine avait contribué au problème de son entreprise. « Il y a aussi ceci », ajouta Isabelle, en lui tendant une impression des réseaux sociaux. C'était du compte Instagram de Léa posté la veille au soir. La photo la montrait dans ce qui semblait être un restaurant cher avec la légende « Parfois, il faut une soirée entre filles pour se vider la tête et réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. » Mais ce furent les commentaires sous la photo qui retinrent l'attention de Claire. Plusieurs personnes avaient posé des questions sur les ennuis d'affaires d'Alexandre et les réponses de Léa suggéraient une tension croissante dans leur mariage. « C'est vrai que l'entreprise de Richard est en difficulté » avait demandé quelqu'un. La réponse de Léa: « Les gens adorent en répandre des rumeurs. Nous nous concentrons sur le positif et ne laissons pas les potins affecter notre bonheur. » Mais un autre commentaire était plus révélateur. Lorsqu'on lui demanda s'il prévoyait de fonder une famille bientôt, Léa avait répondu « On prend les choses un jour à la fois pour le moment. La vie a une façon de vous surprendre. » La réunion juridique de l'après-midi fut directe mais austère. Delacroix Industries avait tout à fait le droit de poursuivre le recouvrement des prêts en cours et Construction Fontaine avait peu d'options pour éviter les conséquences. D'après notre analyse de leurs états financiers, expliqua l'avocat principal, Construction Fontaine est essentiellement insolvable. Ils ont plus de passifs que d'actifs et leur flux de revenus s'est complètement tari. Même si nous restructurions la dette, ils ne pourraient pas la servir. Que se passe-t-il pour Alexandre personnellement, demanda Claire. Il a signé des garanties personnelles sur tous les prêts, donc il est personnellement responsable du montant total. Nous pouvons poursuivre ses biens personnels, y compris sa maison, ses voitures et ses comptes bancaires. Compte tenu de la taille de la dette, il sera probablement forcé à la faillite personnelle. Le soir seul, dans son bureau au domaine de la Croix, Claire se surprit à penser à la trajectoire qui avait mené à cet instant. Elle avait été l'épouse en difficulté d'un homme qui la faisait se sentir inadéquate et sans valeur.
À présent, elle était en position de déterminer son avenir financier. L'ironie était profonde, mais la leçon l'était aussi. La chute d'Alexandre n'était pas vraiment liée à leur mariage raté ou à son nouveau pouvoir. C'était lié aux conséquences naturelles de mauvaises décisions d'imprudence financière et d'un style de vie bâti sur des fondations insoutenables. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. L'écran affichait un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô ?» « Claire, c'est Léa. » La voix était tremblante, incertaine. « Pourrions-nous parler, s'il te plaît ? Je sais que c'est gênant, mais je ne sais vers qui d'autre me tourner. » Claire resta silencieuse un instant, surprise par l'appel. « De quoi voulais-tu discuter, Léa ? » ?»« C'est à propos d'Alexandre. À propos de tout ce qui se passe avec son entreprise. Il ne gère pas bien. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. Où est Alexandre maintenant ? Il s'est enfermé dans son bureau à la maison. Il a bu et passe des appels en essayant de trouver quelqu'un pour lui prêter de l'argent. Il ne cesse de dire qu'il va tout perdre. Claire ressentit une lueur d'inquiétude, non pour Alexandre, mais pour Léa qui paraissait sincèrement effrayée. « Es-tu en sécurité ? As-tu besoin de quitter la maison ? » ?»« Je ne sais pas. Il n'est pas violent ou quoi que ce soit, mais il est désespéré. Il ne cesse de parler de la façon dont tu le détruis, de la façon dont tu utilisais ton pouvoir pour te venger. J'ai essayé de lui dire que tu ne fais que des affaires, mais il n'écoute pas. Léa, si tu te sens en danger, tu devrais partir. Va chez une amie ou à l'hôtel. Ne reste pas quelque part où tu te sens menacé. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, puis des sanglots discrets. « J'ai fait une telle erreur, » murmura Léa. « Je pensais qu'il était cet homme prospère confiant qui pouvait me donner tout ce que je voulais. Mais c'était tout faux, n'est-ce pas? Le succès, l'argent même, la confiance, ce n'était qu'un acte. » Claire ressentit une sympathie inattendue pour la plus jeune femme. « Je suis désolé que tu traverses cela, Léa, mais tu dois te concentrer sur le fait de prendre soin de toi maintenant. Les problèmes d'Alexandre ne sont pas de ta faute et tu n'as pas à sacrifier ton bien-être pour l'aider à les résoudre. Il ne cesse de me demander de t'appeler pour te demander de l'aider. Il pense que parce que nous sommes toutes les deux des femmes, tu pourrais m'écouter. Je ne peux pas faire d'exception à la politique de l'entreprise sur la base d'appels personnels, dit Claire doucement, mais fermement. Ce ne serait pas équitable pour les autres emprunteurs, ni pour les actionnaires de l'entreprise. » Après la fin de l'appel, Claire resta longtemps dans son bureau, regardant les jardins illuminés par un éclairage paysager soigneusement placé. Elle pensa à la femme qu'elle avait été précaire dépendante, prête à accepter l'évaluation qu'Alexandre faisait de sa valeur. Cette femme aurait peut-être été tentée de l'aider par une culpabilité mal placée ou un attachement résiduel. Mais elle n'était plus cette femme. Sophie Lambert rappela avec une mise à jour sur la situation de Construction Fontaine. « Nous avons commencé le processus de recouvrement formel, rapporta-t-elle. Nos avocats ont déposé les formalités nécessaires et les actifs de Construction Fontaine sont en cours d'évaluation pour liquidation. Nous devrions récupérer la plupart de notre principal, bien que nous ayons probablement à passer en perte certains intérêts et pénalités. » Et la situation personnelle d'Alexandre. Son avocat personnel a contacté notre équipe juridique. Il demande une réunion pour discuter d'options de règlement. Apparemment, il est disposé à abandonner tous ses biens personnels en échange de conditions de paiement échelonnées sur toute dette restante. Claire ne fut pas surprise. Alexandre découvrait probablement que ses voitures chères, ses montres de luxe et autres symboles de statut n'étaient pas aussi précieux qu'il l'avait cru, surtout lorsqu'ils avaient été achetés à crédit. Elle reçut une visite inattendue à la Tour de la Croix. Sa secrétaire buzza pour annoncer que Robert Delacroix, le cousin d'Henri, demandait une entrevue. Robert Delacroix était un homme mince et nerveux dans la cinquantaine aux cheveux clairsemés et portant un costume cher qui ne parvenait pas tout à fait à dissimuler son anxiété évidente. Il avait été l'un des parents qui avaient contesté le testament d'Henri, affirmant que l'héritage aurait dû rester dans la famille. « Mademoiselle Fontaine, dit-il en entrant dans son bureau, merci d'avoir accepté de me recevoir. Je sais que nous avons mal commencé pendant la procédure de succession. Que puis-je faire pour vous, monsieur Delacroix ?» Il se tortilla mal à l'aise sur sa chaise. « Je voulais discuter de la possibilité de rejoindre l'entreprise. J'ai 20 ans d'expérience en gestion d'investissement et je pense que je pourrais apporter de la valeur au portefeuille Delacroix.
Claire l'étudia attentivement. Pendant la contestation du testament, Robert Delacroix avait fait plusieurs déclarations publiques mettant en doute sa compétence et suggérant qu'Henri avait été manipulé pour changer son testament. À présent, il demandait un emploi. « Je suis curieuse, dit-elle. Vous affirmiez que je n'étais pas qualifiée pour hériter de cette position. Qu'est-ce qui a changé votre avis ?» Le visage de Robert rougit légèrement. « J'ai peut-être été trop prompt dans ma réaction initiale. J'étais en deuil de la mort d'Henri et peut-être pas clairement en train de réfléchir à la situation. Ou peut-être avez-vous réalisé que vos contestations juridiques n'allaient pas aboutir et vous espérez bénéficier de l'héritage que vous n'avez pas pu revendiquer. » L'évaluation directe le piqua clairement, mais Robert insista. « Ma société d'investissement rencontre quelques défis sur le marché actuel. J'ai pensé que nous pourrions peut-être trouver un moyen de travailler ensemble, de combiner nos ressources pour un bénéfice mutuel. » « Votre société d'investissement est en train d'échouer, dit Claire de façon factuelle. Vous avez perdu plusieurs clients majeurs et vous faites face à un examen réglementaire pour des pratiques de trading douteuses. Vous ne cherchez pas un partenariat, monsieur Delacroix. Vous cherchez un sauvetage. » La contenance de Robert se fissura complètement. « Vous ne comprenez pas la pression que je subis. Henri était censé aider la famille lorsqu'elle en avait besoin. Je suis son parent de sang, pas une employée quelconque qu'il connaissait à peine. » Henri a choisi d'aider les gens en fonction de leur caractère et de leurs valeurs, non de leur nom de famille, répondit calmement Claire. Il a pris sa décision pour de bonnes raisons et j'ai l'intention d'honorer son jugement. Après le départ de Robert visiblement contrarié et les mains vides. Claire réfléchit à combien de personnes semblaient surgir de l'ombre lorsque la richesse changeait de main. Anciens parents associés d'affaires en difficulté, même des connaissances occasionnelles, développaient en soudain des besoins urgents qui exigeaient son assistance financière. Mais l'exemple le plus dramatique survint lorsqu'Alexandre s'effondra complètement. Elle travaillait tard dans son bureau lorsque Isabelle se précipita, l'air inhabituellement agité. « Mademoiselle Fontaine, il y a une situation en bas. » La sécurité a appelé. « Alexandre Fontaine est dans le hall et exige de vous voir. » Il semble intoxiqué et fait tout un scandale. Claire soupira. Elle s'attendait à quelque chose de ce genre, alors que le monde d'Alexandre continuait de s'effondrer autour de lui. Demandez à la sécurité de l'escorter dehors, mais ne le faites pas arrêter à moins qu'il ne devienne violent. Je ne veux pas aggraver la situation plus qu'elle ne l'est déjà. Un moment plus tard, Sophie Lambert appela depuis le hall du rez-de-chaussée. Il est parti maintenant, rapporta-t-elle, mais pas avant d'avoir fait tout un spectacle. Il criait sur la façon dont vous détruisez la vie de gens innocents, sur la façon dont vous abusez de votre pouvoir pour une vengeance personnelle. Plusieurs personnes l'ont filmé sur leur téléphone. Au matin, des vidéos de la tirade-ivre d'Alexandre dans le hall de la Tour de la Croix circulaient sur les réseaux sociaux. Dans les images, il paraissait hagard et désespéré, rantant sur la vendetta de son ex-femme, tandis que les agents de sécurité tentaient de le calmer. L'effondrement public fut le dernier clou dans le cercueil de la réputation d'Alexandre. Quelle que soit la sympathie qu'il aurait pu avoir de la part de la communauté des affaires, s'évapora lorsque les gens le regardèrent faire des accusations farfelues contre une dirigeante d'entreprise respectée. Mais c'est fut l'après de l'incident qui fournit l'aperçu le plus révélateur de la façon dont les tables avaient complètement tourné. Le lendemain matin, Claire arriva à son bureau pour trouver une lettre de démission de Léa Fontaine, non adressée à elle, mais transmise par quelqu'un qui pensait qu'elle devrait la voir. Léa avait apparemment quitté son emploi dans l'agence de marketing où elle travaillait, et la lettre faisait référence à des circonstances personnelles qui rendent impossible de continuer dans mon poste actuel. Léa rappela. « Je l'ai quitté, dit-elle sans préambule. Je suis partie hier pendant qu'il dormait son dernier excès. Je ne peux plus faire ça, Claire. Je ne peux plus le regarder se détruire et essayer d'entraîner tout le monde avec lui. Je suis désolé que cela en soit arrivé là, dit Claire sincèrement. Je n'arrête pas de penser à quelque chose que tu as dit au gala caritatif sur le fait que les gens voient ce qu'ils veulent voir. J'ai vu l'homme d'affaires Prosper le pourvoyeur confiant l'homme qui pouvait me donner de la sécurité. Mais cette personne n'a jamais vraiment existé, n'est-ce pas? Ce n'était qu'Alexandre essayant de se convaincre qu'il était quelque chose qu'il n'était pas. Les gens peuvent changer, offrit Claire.
Peut-être que cette crise l'aidera à réévaluer ses priorités et à faire de meilleurs choix. Léa rit amèrement. Il ne change pas. Il devient juste plus désespéré et plus en colère. Hier, il a passé 3 heures à râler sur la façon dont tu as ruiné sa vie, sur le fait que tout était parfait jusqu'à ce que tu hérites de cet argent. Il ne peut pas accepter que ces problèmes aient commencé bien avant ton héritage. Après avoir raccroché, Claire réalisa que l'effondrement complet d'Alexandre servait d'exemple cautionnaire qui s'étendait bien au-delà de leur histoire personnelle. Le mot se répandait dans la communauté des affaires sur ce qui arrivait lorsque quelqu'un s'étendait trop financièrement, vivait au-delà de ses moyens et bâtit son succès sur des fondations insoutenables. Elle était devenue, sans le vouloir, un exemple de la rapidité avec laquelle les fortunes pouvaient changer et de l'importance de maintenir à la fois une discipline financière et une intégrité personnelle. L'ironie née lui échappa pas que l'humiliation publique qu'Alexandre lui avait infligée au cercle privé avait été le catalyseur d'une chaîne d'événements qui avait mené à sa propre chute bien plus dramatique. S'il avait géré leur divorce avec dignité et respect, elle serait passée à autre chose et ne lui aurait plus jamais accordé une pensée. Au lieu de cela, sa cruauté avait créé une situation où son ex-femme était en position de témoigner, sinon de causer directement sa destruction complète. La justice, réfléchit-elle, avait parfois une très longue mémoire et un excellent sens du timing. C'était un soir de pluie lorsque l'appel arriva au domaine de la Croix. Claire était dans son bureau en train d'examiner les rapports trimestriels de la division des énergies renouvelables lorsque Madame Lefebvre frappa doucement à la porte. « Mademoiselle Fontaine, je suis désolé de vous déranger, mais il y a un monsieur à la grille qui demande à vous voir. La sécurité dit que c'est Alexandre Fontaine et qu'il paraît en détresse. » Ah. Claire posa son stylo et regarda vers la fenêtre où elle pouvait voir les lumières de la guérite de sécurité à l'entrée du domaine. Elle s'attendait à cette confrontation depuis que l'entreprise d'Alexandre s'était finalement complètement effondrée et que Léa l'avait quitté. Est-il seul? Oui, madame. Et il ne semble pas intoxiqué, cette fois juste très perturbé. Demandez à la sécurité de l'escorter jusqu'à la porte d'entrée, mais priez-les de rester à proximité. Je le recevrai dans le salon. Un moment plus tard. Alexandre se tenait dans le salon élégant du domaine de la Croix, ressemblant à l'ombre de l'homme confiant qu'il avait humilié au cercle privé. Son costume cher avait été remplacé par un jonc et une chemise froissée. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre, et il y avait des cernes sous ses yeux qui parlaient de nuits sans sommeil et de stress constant. La transformation était saisissante. Ce n'était plus l'homme d'affaires prospère qui l'avait autrefois fait se sentir inadéquate et petite. C'était un homme brisé, qui avait tout perdu: son entreprise, sa femme, sa maison, sa réputation et apparemment son sens de sa propre valeur. « Bonjour Alexandre, dit calmement Claire en désignant l'un des fauteuils de cuir. Asseyez-vous, je vous prie. » Il resta debout, les poings serrés le long du corps. « Tu sais ce que tu m'as fait ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Tu as la moindre idée de ce que ma vie est devenue à cause de ta vengeance. Je sais que ton entreprise a échoué parce que tu ne pouvais pas payer tes dettes, répondit-elle d'une voix égale. Je sais que ton mariage s'est terminé parce que ta femme a réalisé qu'elle avait épousé une illusion plutôt qu'une réalité. Mais je ne suis responsable d'aucun de ces résultats, Alexandre. Toi si. Tu aurais pu m'aider, explosa-t-il. Tu avais le pouvoir de restructurer mes prêts, de me donner le temps de me rétablir. Au lieu de cela, tu as choisi de me détruire parce que j'avais blessé tes sentiments pendant le divorce. Claire étudia son visage, voyant le désespoir et le déni qui l'avaient poussé jusqu'ici. Même maintenant, face à la ruine complète, il ne pouvait accepter la responsabilité de ses propres choix. « Alexandre, asseyez-vous, dit-elle plus fermement. Si vous voulez avoir cette conversation, nous allons l'avoir correctement. » Quelque chose dans son ton dut de percer sa colère, car il s'enfonça lentement dans le fauteuil en face d'elle. Un instant, ils restèrent assis en silence, le bruit de la pluie contre les fenêtres remplissant l'espace entre eux. « Je t'ai traité équitablement, dit Claire à voix basse. Je t'ai donné 30 jours pour faire ton paiement, ce qui est la politique standard pour tous les emprunteurs. Je t'ai offert l'opportunité de présenter un plan de restructuration, ce que tu n'as pas pu faire parce que ton entreprise était déjà insolvable. J'ai appliqué à Construction Fontaine les mêmes normes de crédit que nous appliquons à toutes les autres entreprises.
Mais je suis ton ex-mari, dit Alexandre désespérément. Cela aurait dû compter pour quelque chose. Pourquoi demanda-t-elle sincèrement. Parce que tu as passé des années à me faire me sentir sans valeur, parce que tu as convaincu tous ceux que nous connaissions que je te retenais du succès, parce que tu m'as publiquement humilié au cercle privé en célébrant ton nouveau mariage. Alexandre sursauta à chaque accusation, mais il n'en nia aucune. Si quelque chose, poursuivit Claire, notre histoire personnelle, aurait dû me rendre plus prudente quant à l'apparence de favoritisme. Je ne pouvais pas être vue utiliser les ressources de l'entreprise pour aider mon ex-mari quelle que soit notre relation. Alors tu as décidé de me détruire à la place. J'ai décidé de diriger une entreprise de façon responsable. Ta destruction a été entièrement auto-infligée, Alexandre. Tu as emprunté plus d'argent que tu ne pouvais rembourser, tu as vécu au-delà de tes moyens, tu as pris de mauvaises décisions d'affaires et tu as priorisé les apparences sur la stabilité financière. Ces choix ont mené à ta chute, non quelque chose que j'ai fait ou non fait. Elle se pencha légèrement, sa voix devenant plus douce, mais non moins ferme. Veux-tu savoir ce qui se serait passé si nos situations avaient été inversées? Si tu avais hérité de milliards d'euros et que j'avais été celle avec des problèmes financiers. Alexandre ne répondit pas, mais elle put voir dans ses yeux qu'il savait ce qu'elle allait dire. « Et tu m'aurais laissé échouer, dit-elle simplement. Tu n'aurais pas tordu les règles ni fait d'exception. Tu aurais dit que c'était des affaires rien de personnel, et tu serais passé à autre chose sans y penser à deux fois. Parce que c'est qui tu es, Alexandre. C'est qui tu as toujours été. » « Là n'est pas vrai, protesta-t-il faiblement. N'est-ce pas, lorsque j'ai perdu mon emploi et que je peinais à en trouver un nouveau, as-tu proposé de me soutenir pendant que je cherchais quelque chose de nouveau? Non, tu m'as dit que j'étais trop difficile et que je devais accepter n'importe quel emploi qui payerait les factures. Lorsque j'ai voulu reprendre des études pour améliorer mes qualifications, m'as-tu encouragé? Non, tu m'as dit que nous ne pouvions pas nous le permettre et que je devais être reconnaissante de ce que j'avais. Le visage d'Alexandre s'effondra lorsque la vérité de ces mots le frappa. Pour peut-être la première fois, il voyait leur relation de son point de vue, comprenant comment ses critiques constantes et son rejet l'avaient affecté. « Tu n'as jamais cru en moi, poursuivit Claire. Tu n'as jamais pensé que j'étais capable de quoi que ce soit d'important. Tu me voyais comme un fardeau, un obstacle à ton succès. Et maintenant, tu es en colère parce que je n'ai pas utilisé mon succès pour te sauver des conséquences de tes propres échecs. » « Je suis désolé, murmura-t-il, et pour la première fois de toute leur relation, elle crut qu'il le pensait. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses que j'ai dites, pour t'avoir fait te sentir petite. Tu méritais mieux que cela. » Les excuses flottèrent dans l'air entre eux des années trop tard, mais d'une certaine façon encore significative. Claire sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, un nœud de douleur et de ressentiment qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle portait encore. « Merci de l'avoir dit, dit-elle doucement. Cela compte plus que tu ne le sais. » Ils restèrent assis en silence plusieurs minutes, la pluie continuant de frapper les fenêtres. Enfin, Alexandre reprit la parole, sa voix à peine audible. « Que se passe-t-il pour moi maintenant? Tu déposes le bilan, tu recommences, et tu essayes de faire de meilleurs choix cette fois, dit Claire de façon pratique. Tu es encore assez jeune pour reconstruire ta vie, Alexandre. Mais tu dois le faire sur la base de la réalité, non d'illusions et d'argent emprunté. Et je ne sais pas comment recommencer. Tout ce pourquoi j'ai travaillé a disparu. Tout ce pourquoi tu pensais avoir travaillé était bâti sur une fondation qui ne pouvait le soutenir, corrigea-t-elle. C'est ta chance de bâtir quelque chose de réel, quelque chose de durable. Mais tu dois être honnête sur tes erreurs et en tirer des leçons. Alexandre hocha lentement la tête, semblant absorber ses paroles. Lorsqu'il la regarda à nouveau, il y avait quelque chose de différent dans son expression, non plus le désespoir ou la colère d'auparavant, mais une sorte d'acceptation épuisée. « Je pensais que tu avais de la chance, dit-il à voix basse. De la chance d'avoir un travail simple, de la chance de ne pas avoir la pression de diriger une entreprise, de la chance d'être marié à quelqu'un de prospère. Mais tu n'avais pas de chance du tout, n'est-ce pas? Tu étais forte. Tu étais capable. Tu avais juste besoin que quelqu'un te donne l'opportunité de le montrer. Henri Delacroix a vu en moi quelque chose que tu n'as jamais vu, convint-elle. Mais plus important encore, j'ai enfin appris à le voir en moi-même. » Alexandre se leva pour partir, se déplaçant comme un homme qui avait vieilli de plusieurs années en l'espace de leur conversation. À l'embrasure du salon, il s'arrêta et se retourna pour la regarder.
Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Fier de ce que tu as accompli, fier de la personne que tu es devenue. Je sais que je n'ai aucun droit de le dire, mais c'est vrai. » Alexandre l'appela-t-elle alors qu'il atteignait la porte d'entrée. Il se retourna pour la regarder une dernière fois. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'espère que tu deviendras la personne que tu as le potentiel d'être. » Après son départ, Claire resta longtemps seule dans le salon assimilant ce qui venait de se produire. La confrontation qu'elle anticipait s'était terminée non dans la colère ou les reproches, mais dans quelque chose qui s'approchait de la compréhension et de la clôture. Elle ne ressentait aucun triomphe dans la chute d'Alexandre, aucune satisfaction dans sa souffrance. Mais elle ne ressentait non plus aucune obligation de le sauver des conséquences qu'il s'était attirées par des années de mauvaises décisions et d'imprudence financière. La femme, qui était sortie du cercle privé humiliée et vaincue, était partie à jamais. À sa place se tenait quelqu'un qui commandait le respect, qui prenait des décisions basées sur le principe, plutôt que sur l'émotion, qui avait appris à se valoriser selon ses propres standards, plutôt que selon l'opinion des autres. La pluie commençait à se calmer tandis qu'elle éteignait enfin les lumières et montait. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de prouver que la confiance d'Henri Delacroix en elle avait été justifiée. Mais ce soir-là, elle ressentait un profond sentiment de paix. Le chapitre de sa vie qui avait inclus Alexandre Fontaine était enfin complètement clos. Claire se tenaille sur la scène du nouvellement construit centre communautaire Delacroix, regardant une foule de plusieurs centaines de personnes rassemblées pour la cérémonie d'inauguration. Le soleil du matin pénétrait à travers les murs de verre de l'atrium principal du bâtiment, illuminant des visages qui représentaient chaque segment de la communauté, des familles, des dirigeants d'entreprises, des politiciens locaux et des dizaines d'enfants qui bénéficieraient des programmes du centre. Les mois écoulés avaient été un tourbillon de croissance, d'apprentissage et de transformation. Sous sa direction, Delacroix Industries avait élargi sa division des énergies renouvelables, acquis 3 plus petites entreprises, qui s'alignaient avec les valeurs d'Henri et augmenté les dons caritatifs de 40%. Elle s'était prouvée non seulement comme héritière d'une fortune, mais comme une dirigeante visionnaire capable de bâtir sur l'héritage qui lui avait été confié. Amis et voisins, commença-t-elle sa voix portant facilement à travers le système de micro. Lorsque Henri Delacroix m'a choisi pour poursuivre l'œuvre de sa vie, il m'a laissé avec une responsabilité profonde. Il croyait que la richesse n'était pas seulement une question de confort personnel, mais la capacité de créer un changement positif dans notre communauté. La foule était attentive et engagée, bien différente des publics sceptiques qu'elle avait affrontés au début lorsque les gens questionnaient ses qualifications et se demandaient si elle n'était qu'une figure de proue temporaire. À présent, après un an de leadership réussi et de résultats concrets, elle avait gagné leur respect et leur confiance. Ce centre communautaire représente tout ce en quoi M. Delacroix croyait, l'éducation, l'opportunité et l'importance d'investir dans notre avenir commun. Il fournira des programmes après l'école pour les enfants, de la formation professionnelle pour les adultes, des services de santé et de bien-être pour les aînés et des espaces de réunion pour les organisations locales. Mais plus important encore, il servira de rappel que nous sommes tous connectés et que nous avons tous la responsabilité de nous aider mutuellement à réussir. Tandis qu'elle parlait, elle aperçut plusieurs visages familiers dans la foule. Madame Lefebvre et le reste du personnel du domaine Delacroix, qui était devenu comme une famille pour elle. Philippe Moreau et Sophie Lambert, qui l'avaient guidée à travers les complexités de la direction d'une grande entreprise. Le maire, plusieurs membres du conseil municipal et d'autres dirigeants d'entreprise qui l'avaient accueilli dans la structure de pouvoir de la communauté. Mais ce fut le visage près de l'arrière de la foule qui l'a surpris le plus. Thomas Leroy, l'architecte qui avait conçu le centre communautaire, se tenait avec un groupe de ses collègues paraissant fiers du bâtiment qu'ils avaient créé ensemble. Au fil des mois, leur relation professionnelle avait progressivement évolué vers quelque chose de plus personnel, bien qu'il l'ait gardé privé par respect pour sa position publique. Thomas était tout ce qu'Alexandre n'avait jamais été réfléchi authentique, plus intéressé à créer des espaces beaux et fonctionnels qu'à projeter une image de succès. Il avait été patient avec son approche prudente des relations, comprenant que son précédent mariage l'avait laissée méfiante quant à son jugement sur les hommes. Après la fin de la cérémonie, et qu'elle eut serré des dizaines de mains et posé pour d'innombrables photographies, Thomas s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. « Magnifique discours, dit-il à voix basse.
Henri serait fier de ce que tu as accompli. Nous avons accompli, corrigea-t-elle. Ce bâtiment existe parce que tu as compris ma vision et trouvé un moyen de la rendre réelle. Ils marchèrent ensemble à travers les diverses salles et installations, regardant des familles explorer les aires de jeu pour enfants des aînés, examiner le matériel de fitness et des adolescents, vérifier le laboratoire informatique qui fournirait un accès gratuit à Internet et une formation technologique. Tu sais, dit Thomas tandis qu'il s'arrêtait devant un panneau mural montrant les programmes prévus du centre. Il y a 1 an, j'étais juste un autre architecte en concurrence pour une grande commande. Je n'avais aucune idée que j'allais rencontrer quelqu'un qui changerait toute ma perspective sur ce que signifie utiliser ses talents pour servir les autres. Claire sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine à ces mots. Il y a 1 an, je déposais des papiers de divorce et me demandais comment j'allais reconstruire ma vie. C'est drôle comme les choses peuvent changer rapidement. Ils furent interrompus par une agitation près de l'entrée où une équipe de journalistes locaux menait des interviews avec les participants. Claire reconnut la reporter comme quelqu'un qui avait couvert sa transition à la tête de Delacroix Industries, toujours juste et professionnelle dans sa couverture. Mademoiselle Fontaine lança la reporter en les repérant. Pourrions-nous avoir une brève interview sur le centre communautaire et vos projets pour Delacroix Industries à l'avenir? L'interview fut brève mais large, couvrant tout de la performance financière de l'entreprise à sa philosophie personnelle sur la responsabilité d'entreprise. En conclusion, la reporter posa une dernière question. Cela fait exactement 1 an que vous avez hérité du contrôle de l'Empire Delacroix. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise dans cette expérience? Claire réfléchit un instant avant de répondre. Je pense que ce qui m'a le plus surprise, c'est de découvrir que le leadership n'est pas d'avoir toutes les réponses ou d'être la personne la plus intelligente de la pièce. C'est de faire ressortir le meilleur chez les autres, de créer un environnement où chacun peut contribuer ses talents vers des objectifs partagés. Je suis peut-être la PDG, mais tout ce que nous avons accompli a été un effort d'équipe. Tandis que l'équipe de journalistes rangeait son matériel et que la foule commençait à se disperser. Disperseur, Claire se surprit à réfléchir à la façon dont sa vie avait dramatiquement changé. La femme timide et incertaine, qui avait été intimidée par les associés d'affaires d'Alexandre, avait évolué en quelqu'un qui se sentait à l'aise de parler aux reporters, de s'adresser à de grandes foules et de prendre des décisions qui affectaient des milliers d'employés et de membres de la communauté. Le soir, elle organisa un petit dîner au domaine Delacroix pour les personnes clés qui avaient rendu le centre communautaire possible. Thomas était assis à sa droite, avec Philippe Moreau et Sophie Lambert en face, ainsi que plusieurs autres dirigeants et les chefs de projet qui avaient supervisé la construction. Pendant le dessert, Sophie leva son verre de vin en un toast. À Claire, qui a prouvé que les meilleurs dirigeants sont ceux qui ne s'attendaient jamais à l'être. Votre première année en tant que PDG a dépassé les attentes de tout le monde, y compris les vôtres. Tandis que les verres s'entrechoquaient autour de la table, Claire ressentit un profond sentiment de gratitude pour le voyage qui l'avait amené à cet instant. La douleur de son divorce, l'humiliation au cercle privé, même le choc écrasant d'hériter de la fortune d'Henri, tout cela avait été des étapes nécessaires pour devenir la personne qu'elle était aujourd'hui. Après le départ des invités, et qu'elle fut seule dans son bureau, en train de revoir des notes pour la réunion du conseil du lendemain, son téléphone vibra d'un message d'un numéro inconnu. Vu la couverture médiatique de l'inauguration du centre communautaire. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. Tu mérites tout le succès que tu as trouvé. Elle fixa le message un long moment, reconnaissant la tentative d'Alexandre de reprendre contact. Depuis leur dernière confrontation au domaine, elle n'avait entendu que des mises à jour occasionnelles sur sa situation. Il avait déposé le bilan comme prévu, avait pris un emploi de chef de projet dans une plus grande entreprise de construction et tentait apparemment de reconstruire sa vie à une échelle plus modeste. Elle tapa une brève réponse. « Merci, j'espère que tu vas bien. » Puis elle posa le téléphone de côté et retourna à son travail. Alexandre Fontaine appartenait à un chapitre différent de sa vie, un chapitre qui s'était terminé par le pardon, mais non par la réconciliation. Elle lui souhaitait du bien, mais elle n'avait aucun désir de rouvrir cette relation ou de revisiter cette histoire. L'avenir s'étendait devant elle, plein de possibilités qu'elle commençait seulement à imaginer. Delacroix Industries continuait de croître et d'évoluer sous sa direction. Le centre communautaire n'était que le premier de plusieurs grandes initiatives caritatives qu'elle avait planifiées. Et pour la première fois depuis des années,
Elle était sincèrement enthousiaste à propos de sa vie personnelle, aussi curieuse de voir où sa relation avec Thomas pourrait la mener. En se préparant pour la nuit, Claire s'arrêta devant la photographie d'Henri Delacroix qui trônait sur son bureau. L'expression austère du vieil homme semblait d'une certaine façon approbatrice, comme s'il était satisfait des choix qu'elle avait faits et de la direction qu'elle avait donnée à son entreprise. « Merci, murmura-t-elle à la photographie, d'avoir vu en moi quelque chose que je ne voyais pas en moi-même, de m'avoir donné la chance de devenir qui j'étais destiné à être. » La Maison s'installa dans son calme nocturne autour d'elle, tandis qu'elle éteignait les lumières et montait. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de se prouver de nouvelles façons d'honorer la confiance qu'Henri Delacroix avait placée en elle. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne s'en souvenait, Claire Fontaine se sentait complètement en paix avec qui elle était et où elle allait. La jeune femme, qui avait autrefois accepté l'évaluation qu'Alexandre faisait de sa valeur, était partie à jamais remplacée par une femme qui connaissait sa propre valeur et refusait de laisser quiconque la diminuer. Elle n'avait pas seulement hérité d'une fortune, elle avait hérité du pouvoir de façonner son propre destin et de la sagesse d'utiliser ce pouvoir de manière responsable. Et cela, réalisa-t-elle, était le plus grand cadeau qu'Henri Delacroix aurait pu lui faire. La transformation n'était complète, mais l'histoire ne faisait que commencer. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire pour partager ce qu'elle vous a fait ressentir. Dites-nous qui dans votre quotidien mérite enfin d'être regardé avec respect. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des récits qui éveillent l'âme et rappellent ce qui compte vraiment, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre soutien permet à ces messages de voyager plus loin et de toucher encore plus de cœurs. Ensemble, apprenons à voir vraiment.